Bonjour, heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Merci surtout de nous renouveler votre confiance pour cette émission dominicale Canal Presse qui revient sur les grands faits d'actualité. L'actualité cette semaine à Canal 2 marquée par ce climat social, sociopolitique délétère depuis un certain temps. Après l'enquête ouverte sur la ligne 94, ligne 65, le Cameroun également connaît quelques problèmes sur le plan social. Le gaz domestique a donc retenu également l'attention de Canal 2 avec cette pénurie, une pénurie qui intervient quelques mois seulement après également le carburant qui manquait dans les pompes. À suivre également ces nombreux scandales qui traînent la République. On se posera la question de savoir, au Cameroun, s'agit-il d'un problème de gouvernance? Cameroun, y a-t-il un commandant à bord? Autant d'éléments de réponse que nos différents spécialistes tenteront d'apporter. Madame, Monsieur, merci de rester scotché. Nous sommes repartis jusqu'à 13h30 pour un débat sur les grands faits d'actualité. Bienvenue à toutes et à tous. De cette actualité, des hommes politiques, des technocrates également font l'honneur de venir sur ce plateau. 4 au total. On commence par le philosophe Dominique Nyamtimba. Vous fait l'honneur de venir sur ce plateau. Bonjour, bienvenue Dominique. Bonjour Bouba Ngomena et merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, lui, c'est un homme politique. Il représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, Édouard Fauchivé. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba et bonjour aux copanélistes. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs. Nous, effectivement, nous représentons la voix du RDPC et nous pensons apporter notre contribution à la bonne marche de notre jeune démocratie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Troisième invité représente l'opposition, président du MP, Monsieur Hilaire Zipan. Bonjour, bienvenue Hilaire. Bonjour à tous les copanélistes et bien entendu aux millions de téléspectateurs. C'est un grand plaisir d'être là sur ce plateau, ce rendez-vous dominical qui nous permet en principe de savoir quoi retourne notre pays. Ah, ça fait longtemps, on vous a plus eu sur notre plateau. Peut-être l'occasion pour nous de vous poser la question de savoir où en sommes-nous avec la question de la révision du code électoral. Vous faisiez partie de la plateforme, l'opposition, qui a fait des suggestions. Où en sommes-nous à ce jour? Je pense que les débats avancent. On a eu à peu près une année d'accalmie. Elle est tout à fait pleine. Et puis, l'organe technique qui est chargé de toute l'application des dispositions légales qui concernent le code électoral a décidé d'entreprendre une consultation extrêmement vaste afin d'évaluer les 10 années de dispositions légales qui existent. Parce que la loi des dernières modifications date de 2018, mais avant ça, il y avait 2012. Et je pense qu'il nous a adressé, notamment les membres de la plateforme, d'abord individuellement, nous sommes 6, des invitations. Nous sommes concertés, nous avons trouvé meilleur qu'une fois que nous avons travaillé dessus, ça ne sert à rien, elle va être redondant. Donc nous avons mandaté la porte-parole de notre groupe, Amine Thomanou Ndamdoya, après la présidente nationale de l'UDC, à remettre devant témoins un exemplaire de la modification de ce code. Ça s'est fait le 3 octobre. Et je pense que le président de l'ECAM a été très flatté parce que c'est le seul groupe qui a avec mieux support de modification possible. En fait, nous pensons que le débat va s'ouvrir. Et à la suite de cela, le président de l'ECAM nous a adressé donc une correspondance officielle cette fois-là pour dire qu'ils ont pris acte naturellement de toutes les propositions. Il reste donc à l'écoute de pouvoir entreprendre un dialogue pour avoir ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Et je voudrais que les téléspectateurs notent que l'ECAM lui-même a montré, du moins cite des insuffisances dans certaines dispositions légales, y compris le RDPC. Donc je pense que nous allons dans ce sens-là. Et je pense que la consultation va continuer avec les sociétés civiles et naturellement avec certains corps dont nous pensons qu'on a amorcé cette fois-là. Et je pense que c'est fort de cela que parfois les lignes bougent dans les formations politiques. Suivez mon regard pour comprendre pourquoi
on peut maintenant être tous en ordre de bataille. D'abord pour 2023, ensuite pour 2025. Parce que 2023 va être extrêmement important, les élections sénatoriales. Pour terminer sur ce point-là, je pense que la Constitution ne permet pas au président de proroger le mandat des sénateurs, à moins que j'ai mal lu. Je passe sous bien entendu, de quelqu'un d'un juriste très chevronné que vous présenterez tout à l'heure. Ensuite, le code électoral en lui-même indique les dispositions pour pouvoir participer. Et vous savez que cette année, ce n'est pas seulement les conseillers municipaux qui vont voter, également, cette fois-là, les conseillers régionaux. Donc, les élections risquent d'être sûrement ouvertes si tant que l'opposition est d'abord organisée, d'abord dans sa cohérence, le premier élément, ensuite de pouvoir ne pas multiplier les listes face au RDPC pour avoir une chance de remporter, et enfin et surtout montrer que la cohésion se fera aisément en 2025. Merci à vous, Monsieur le Président du MP, Hilaire Zipan, le 4e dernier invité ex-bâtonnier, avocat au barreau du Cameroun. Il nous renouvelle encore son amitié. Le bâtonnier Maître Charles Tchounga, merci et bonjour, bienvenue. Bonjour Arona, je vais entamer cette intervention en invoquant le Tout-Puissant de vous avoir permis d'être là parce que vous avez échappé à un accident à l'entrée de Douala, et puis saluer mes copanélistes ainsi que les millions de téléspectateurs. Nous espérons pouvoir être contributifs pour clarifier les points d'ombre qui apparaissent dans le cadre de la gestion de notre pays. Merci à vous. Je sais que vous êtes très méticuleux, très prudent. Il y a une information qui a cours sur la toile depuis hier, information concernant le ministre d'État, secrétaire général en charge de la présidence de la République, sur un mandat d'amener qui aurait été servi. Je ne veux pas que vous me dites oui ou non s'il a été servi, mais je veux quand même que vous me donnez la procédure pour qu'on sache est-ce que de telles choses sont faisables. Si oui, comment est-ce que ces choses pourront se faire, parce que vous et moi, même si je reste persuadé que même si vous avez l'information, vous n'allez pas la donner sur ce plateau, mais sur le plan purement technique, en tant que technocrate, comment ça se passe? Peut-on, oui ou non, dresser un mandat d'amener contre un ministre en fonction, qui plus ministre d'État? Écoutez, si vous posez la question comme cela, je dois considérer que votre introduction était un petit piège. Parce que... mais je vais y répondre. Hein. Je veux juste l'aspect technique. Je n'ai pas de souci par rapport à cela. Nous avions une convention sur un autre sujet, mais bon. Je vais y répondre avant de venir à notre convention. En ce qui concerne le dossier dont on parle, n'ayant aucune information, je ne peux vous donner aucune information sur le dossier. Donc, par conséquent, même si j'avais eu des informations sur le dossier, je ne vous l'aurais pas donné. Parce que c'est une procédure en cours. Nous sommes dans la phase de l'enquête préliminaire. Les gens mis en cause dans ces affaires, ils ne sont pas inculpés. Ils comparaissent d'abord comme témoins. Donc c'est par la suite que les enquêteurs ou le juge d'instruction pourra décider du statut qui sera le leur le moment venu. Maintenant, en ce qui concerne la procédure, vous savez, pour le citoyen lambda, hein, lorsque vous êtes invité à comparaître devant un officier de police judiciaire, il est naturel que vous y alliez. Si on vous convoque, vous ne venez pas, on vous renvoie à une seconde convocation. Si à la troisième convocation, vous n'avez pas, le code de procédure pénale est très clair, on décerne un mandat d'amener contre vous et on demande au officier de police judiciaire de vous interpeller, de vous le présenter, n'est-ce pas, devant l'officier de police judiciaire. Ce mandat d'amener n'est pas un mandat ce n'est pas une arrestation suite à un mandat d'arrêt. C'est un mandat d'amener. Hein. La mission, c'est de vous prendre, de vous amener devant l'officier de police judiciaire pour qu'il vous interroge. Donc, à ce stade, il n'y a pratiquement, sauf si, effectivement, vous avez des choses à vous reprocher, il n'y a aucun risque. On vous entend et puis voilà. Mais vous avez des catégories de citoyens qui ont quelques privilèges. Pas. Dans le cas du code de procédure pénale, les membres du gouvernement, les ministres, pour les entendre, il y a quelques précautions d'élégance, n'est-ce pas? On ne va pas entendre un membre du gouvernement en fonction comme on entend un citoyen ordinaire. Cela dit, ce n'est pas une immunité, c'est un privilège que la loi leur accorde, c'est-à-dire qu'on aménage la manière dont ils sont entendus.
éviter la publicité, éviter, n'est-ce pas, les fuites, etc. C'est-à-dire qu'on les entend dans le cadre de huis clos, organisé par l'autorité qui les convoque. Ce huis clos peut se faire, n'est-ce pas, au siège de l'autorité qui convoque, ou comme ça a été le cas dans le cadre de cette opération Covid, beaucoup de ministres, membres du gouvernement, ont été entendus. Moi, j'ai eu quelques clients qui ont été entendus, membres du gouvernement qui ont été entendus dans leur bureau. Je crois savoir également que même notre chef du gouvernement s'est plié à cette règle-là. Donc, c'est quand il y a un refus de comparaître et obstruction, n'est-ce pas, à la justice, que l'on passe à cette vitesse supérieure qui est le mandat d'amener, qui consiste, n'est-ce pas, à délivrer aux officiers de police judiciaire l'ordre de rechercher, d'appréhender et d'amener devant l'autorité qui commande la personne dont il s'agit. Voilà. Et vous avez maintenant les diplomates qui bénéficient d'une immunité, n'est-ce pas, de poursuite, de poursuite, ainsi que les députés qui, sauf cas de flagrant délit, bénéficient d'une immunité de poursuite. Parce que quand on dit que le député bénéficie d'une immunité de poursuite, ça ne veut pas dire que si le député commet un crime, on ne va pas le poursuivre, on ne va pas l'arrêter. Si on voit un député en train de commettre un crime immédiatement, l'officier de police, il prend ce monsieur de corps et le défère devant le procureur de la République qui en tire les conséquences. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de bruit autour d'une affaire qui n'aurait jamais dû arriver jusque-là. Je pense que quand un pouvoir convoque un citoyen, le minimum c'est que le citoyen comparaisse pour savoir au moins de quoi il s'agit, pourquoi on veut l'entendre, etc. Donc voilà ce que je voulais dire sur cela. Mais nous avions eu la dernière fois à discuter de l'affaire concernant de l'ancien recteur de l'université de Douala. Il vous souviendra qu'après notre émission, bon, vous savez, tout le monde veut faire du buzz dans ce pays. Il y a eu un tabloïd qui a consacré 2 pages à une de mes jeunes consoeurs, qui a fait une affirmation que je trouve extrêmement gravissime, indiquant que dans l'état actuel de nos textes, le système juridique camerounais n'a pas prévu des mécanismes pour indemniser des victimes, n'est-ce pas, de détention abusive ou arbitraire. Je voulais être extrêmement clair là-dessus. Notre système juridique a prévu ce mécanisme-là. C'est le chapitre 6, articles 236 et 237 du Code de procédure pénale. Ce que j'ai dit lors de votre émission, c'est que ce mécanisme n'a pas été encore mis en place. Que dit ce texte? Le texte dit que si vous êtes victime d'une garde à vue abusive, vous voyez, ça commence à la garde à vue. Si vous êtes victime d'une garde à vue abusive, ou si vous êtes, après avoir été arrêté, si vous avez été déféré devant le juge d'instruction, et que vous bénéficiez d'un non-lieu, que si vous avez été jugé et que vous êtes devant un tribunal correctionnel relaxé ou acquitté, soit devant le tribunal de grande instance, soit devant le tribunal militaire, soit devant le TCS, vous êtes éligible à l'indemnisation. Comment ça se passe? C'est une requête qui est introduite devant, n'est-ce pas, une commission d'indemnisation pour détention abusive. Et cette commission est présidée par un conseiller à la Cour suprême. Elle est composée de 2 conseillers, de 2 membres de la Cour d'appel. Elle est composée d'un représentant du Consupé, d'un représentant de la fonction publique, et vous comprendrez pourquoi, d'un représentant du ministère des Finances, et puis bien entendu d'un représentant du bureau de l'Assemblée nationale, député désigné par le bureau de l'Assemblée nationale. Vous comprendrez pourquoi, parce qu'à l'époque, le Sénat n'existait pas. Je suppose qu'aujourd'hui, ce texte doit être complété. Et enfin, par le bâtonnier du Cameroun, de cette commission qui statue lorsque un magistrat est mis en cause dans le cadre de son exercice professionnel. Lorsque c'est un officier de police judiciaire, police ou gendarmerie, à ce moment-là, la commission est complétée par un membre de la délégation générale de la sûreté et un membre du CED. Secrétaire d'État à la Défense. Donc, cette commission existe bel et bien. Vous devez démontrer devant cette commission que, n'est-ce pas, la garde à vue abusive ou la détention provisoire abusive vous a causé du tort. Il est évident que
dans le cas dont nous parlions, il est évident que lorsque vous êtes recteur de l'Université de la République et que vous restez 4 années en détention, le tort qui vous est causé est incommensurable. Mais nous notons que, comme pour beaucoup d'institutions au demeurant, cette commission, jusqu'à ce que je quitte, n'est-ce pas, mes fonctions, de finir, cette commission n'était pas mise en place. Je crois que même aujourd'hui, cette commission n'est toujours pas mise en place. L'observation que j'avais faite à l'époque, c'est que, en réalité, il fallait mettre en place une institution indépendante, une sorte d'agence gouvernementale composée de personnes indépendantes pour éviter cette promiscuité qu'il pourrait y avoir entre des gens poursuivis, les magistrats ou les policiers, et leurs supérieurs qui sont membres, n'est-ce pas, de la commission. Ça, c'est le cadre légal aujourd'hui. Donc, il existe un cadre légal pour obtenir les indemnités. Maintenant, si ce cadre n'avait pas existé, prenons l'hypothèse évoquée par cette polémiste, il y a le droit commun. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le contentieux de pleine juridiction qui est mené devant le tribunal administratif. C'est-à-dire que si un agent public ou un service public cause du tort, n'est-ce pas, à un citoyen, et la justice en est un, il peut saisir le tribunal administratif pour demander que le service public en question soit condamné pour la faute commise soit par l'agent ou bien par le service. Si la faute est commise par l'agent, c'est-à-dire qu'on appelle des fautes détachables, l'État en répond, mais bénéficie de ce qu'on appelle une action récursoire contre son agent sur ses deniers de salaire et de revenus pour combler le gap causé par la dite faute. Donc, quelle que soit l'hypothèse, système spécial pour indemnisation ou absent de système, il existe la possibilité de se faire indemniser lorsqu'on a été victime d'une garde à vue abusive ou d'une détention provisoire abusive. Voilà donc la précision que je voulais faire pour éviter, n'est-ce pas, que le citoyen soit ballotté dans des informations véhiculées par des gens qui ont la crédibilité naturelle de dire la vérité ou de donner des informations juridiques conformes à l'existant pour, n'est-ce pas, mettre un terme à cette polémique qui a duré pendant 2 semaines. Merci beaucoup pour vos éclairages. Surtout, merci de permettre aux téléspectateurs de Canal 2 de mieux se fixer sur les réalités sur le plan purement juridique dans cette affaire. Merci, cher monsieur, d'avoir accepté de venir décrypter l'actualité évoquée. Je vous suggère de prendre une courte pause, une pause qui va nous amener dans des kiosques à journaux pour voir le reste de l'actualité traitée par nos confrères à travers Titi Freeman. Bonjour à tous et bienvenue à ce round-up de l'actualité hebdomadaire. Cette semaine, 1 millier d'agents de la fonction publique a été radié au Cameroun. Une tâche décisive de la part du gouvernement camerounais. Sur la table du gouvernement, l'affaire Covid-Gate, arrivée au temps de la justice selon l'Indépendant. Le bi-hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage revient sur les nouveaux rebondissements dans le traitement judiciaire de ce dossier après le prologue du rapport de la Chambre des comptes. Des révélations distillées par mutation qui interrogent l'état classé ou non de cette affaire de gestion des fonds Covid au Cameroun, remise au goût du jour. Le quotidien renseigne que le discours inaugural du Premier ministre, chef du gouvernement, recommandait au personnel de santé y affecté d'exercer leurs tâches avec passion. Le même sujet par la une de Cameroun Tribune. D'après le quotidien national, l'hôpital général de Garoua est une classe au-dessus. L'infrastructure hospitalière de première catégorie spécialisée en neurosciences, fruit d'une coopération avec la République de Corée, est dotée d'une capacité d'accueil d'environ 300 lits, nous révèle le journal. De quoi offrir des soins de qualité aux patients du Septentrion, pense Éco-Santé. À travers la prise en charge des maladies et affections du système nerveux, ainsi que celles psychiatriques, la formation sanitaire est un pôle d'excellence selon le bi-hebdomadaire Le Soir. Les maladies anciennes et nouvelles pourront y être solutionnées. Des solutions sont également apportées à la pénurie de gaz domestique.
un happy end. Le combustible est à nouveau disponible, nous renseigne la météo. Le journal évoque les raisons de perturbation des approvisionnements et le déploiement du personnel d'astreinte de la société camerounaise de dépôt pétrolier de 4000 tonnes métriques de butane après l'accostage d'un navire à Douala. Le gaz revient donc, nous précise Cameroun Tribune, qui rapporte les assurances du directeur général de la SCDP. Présent au quai du port autonome de Douala, l'autorité a ordonné la mise en œuvre des bouchées doubles pour améliorer le ravitaillement de l'ensemble du pays grâce à l'arrivée de 6 autres navires. Malgré cela, la capitale Yaoundé est toujours son gaz domestique. Affirmation du journal Essingan. Le tabloïd soutient qu'en dépit des affirmations du ministre de l'Eau et de l'Énergie et de son homologue du Commerce, les ménages de la capitale éprouvent jusqu'ici de la peine à trouver le gaz dans les points de ravitaillement. Toujours dans la ville aux 7 collines, c'est le régime sec pour l'approvisionnement en eau. Le circuit de distribution reste perturbé. Bon dimanche et à dimanche. Merci Titi Freeman. Dimanche, si plaît à Dieu pour une autre revue de presse. On revient sur ce plateau pour embrayer avec la seule thématique dans laquelle on va retrouver plusieurs sous-ensembles, notamment des différents scandales qui gouvernent cette République. Notamment, on va parler de ce rapport sur la Covid-Gate qui jusqu'ici reste encore sans coupable. On reviendra sur l'actualité de la semaine, la pénurie de gaz, la situation de la carte nationale d'identité qui demeure un véritable parcours de combattant pour le Camerounais lambda, la problématique du foncier également. On commence par planter le décor avec vous, le politicien, monsieur Hilaire Zipan. Autant de clichés qui fâchent et qui nous amène à croire que le thermomètre, le mercure, ne fait que grimper sur le plan social et sur le plan politique. Socialement d'abord, avec cette actualité. Oui, il faut dire que le Cameroun rentre dans une spirale extrêmement dangereuse parce que les problèmes sont latents et les solutions ne sont pas tout à fait adaptées. Je pense que se pose véritablement le problème du modèle camerounais au point de vue économique. Vous savez que l'État, c'est d'abord l'argent public. C'est la puissance publique, c'est le régalien. Et donc, par conséquent, dans son modèle de l'argent public, il y a un problème là véritable. Il y a des éléments qui rentrent pour pouvoir modifier ce modèle à l'heure actuelle qui est appliqué. D'abord, la guerre à l'Ukraine. On a vu comment un certain nombre de pays arrivent à soutenir leur économie, ce que nous appelons l'économie résiliente. La place que nous occupons dans des indices de mesures telles que le Doing Business, où le Cameroun regresse, la guerre au Nozo, et également Boko Haram. Donc je pense que tout ça fait en sorte que le Cameroun doit pouvoir revoir son modèle. Et une fois que je l'ai dit très globalement, un secteur qui me semble tout à fait très important doit être ici adressé. C'est le secteur du transport. Et là, Bouba Ngomna, je le parle avec beaucoup d'amertume, d'une part. Voyez-vous, on ne peut rien dans un pays sans le transport. Rien. Edouard Fauchivé qui est en face connaît bien la théorie. Il n'y a pas de port sans transport et il n'y a pas d'État sans port. Aussi simple que ça. Nous, les transporteurs, nous qui exerçons ces activités, nous sommes absents dans beaucoup de conseils d'administration qui sont les leviers de l'économie, d'une part. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est qu'on a libéralisé ce secteur et aujourd'hui, nous avons toutes les crises qui arrivent, au moins dans le modèle camerounais, à partir du transport, comme celui du gaz. Et en cela, c'est une mauvaise libération que l'on a faite. Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit que c'est les marketeurs, compte tenu du fait que c'est le Cameroun qui ne produit pas le gaz, qui achètent le gaz au niveau de l'international. Et une fois acheté, ils le stockent. Et une fois stocké, on doit le transporter pour le distribuer. Mais aujourd'hui, le segment transport, qui doit être libéralisé en tant que segment de transport, a des perturbations parce que le distributeur est devenu transporteur et celui qui est stockeur est devenu transporteur. La SCDP transporte.
C'est un dérèglement. Et nous n'allons pas accepter. La deuxième, le distributeur transporte. C'est un dérèglement. Nous n'allons pas l'accepter. Or, les segments qui structurent complètement ce côté énergétique extrêmement important dans notre économie tiennent compte du fait que la raffinerie, le transport, la distribution sont des segments différents. Au Cameroun, on a libéralisé sans ne pas mettre. Et là, alors, la goutte d'eau qui vient de déborder le vase, c'est le décret du Premier ministre qui a été signé le 10 octobre. C'est la catastrophe. Il libéralise tout et il nous met à la vindicte populaire. Je rappelle, et là, Edouard va compléter, même les États-Unis, qui constituent le modèle libéral le plus puissant au monde, n'ont pas libéralisé leur secteur transport. Ils ne l'ont pas fait. Parce qu'une fois qu'on l'avait fait, tout est possible. À partir de là, vous ne contrôlez rien. Vous n'avez pas la capacité de sécuriser quelque chose. Et nous avons vu un autre secteur, c'est le secteur ferroviaire, où nous avons libéralisé, donné à un étranger qui est venu multiplier les coûts de transport par 10, et aujourd'hui on l'a subi. Je veux dire par là, sans ne pas citer Cambrai, et je veux dire par là, sans le citer Bolloré. Il a fallu qu'on se batte comme des malades pour essayer de rattraper ça. Et il faut qu'on remédie à ça. Et donc je voulais donc rester dans le secteur transport en disant donc, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Nous n'allons pas accepter et nous n'allons pas tolérer que, des gens qui s'investissent dans le transport, pas eux-mêmes, et qui prennent des crédits au niveau du coût du jour auprès des banques, puissent être attaqués par des multinationales qui, eux, empruntent au niveau international à des coûts très faibles. Pour terminer sur ce sujet, si vous regardez vous-même, Bouba Bouna, vous voyez le ciment qui est transporté au Cameroun par des camions immatriculés IT, c'est-à-dire qu'en immatriculation temporaire, mais qui font l'activité commerciale et qui font du bénéfice. Nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas accepter également que des pays comme le Tchad, qui nous ont donné des quotas dans le transport, que l'on puisse le sous-traiter par les multinationales. Et dans la cimenterie, alors, c'est extrêmement grave. Des sociétés comme Dangote qui ont des camions. Ce n'est plus acceptable. Ok, d'accord. D'accord, merci. Ce n'est plus acceptable, mais nous, on va amorcer un peu sur le plan structurel. Est-ce que c'est seulement du fait du transport que nous soyons arrivés à cette situation de pénurie du gaz? Oui, il faut dire que le président Zipan a raison. C'est un problème de logistique globale dans le cadre du transport qui nécessite qu'on puisse revoir en amont la problématique des transferts. Parce que la BEAC, il faut commencer d'abord par la BEAC. Pour qu'il y ait à l'internationalisation les échanges, il faut que la banque puisse soutenir et transférer tout ce qu'il y a comme devise avant. Je crois qu'il y a une des responsabilités qui revient à la Banque centrale, parce que aucun chargeur camerounais ne peut déposer 10 milliards de francs comme ça dans une banque. Et donc ça se passe au niveau de la Banque centrale. Il faudrait donc revoir ce schéma. Le deuxième schéma, c'est au niveau du ministère de l'eau et de l'énergie. Et vous venez de planter le décor qu'un seul ministère puisse avoir 3 crises sur 3 produits. L'eau, le gaz, le pétrole. Je crois que la réponse, déjà, une des réponses à votre question posée dès le début, ce n'est pas une malgouvernance globale, mais c'est une malgouvernance sectorielle. Parce que, autant les Zipan viennent de dire qu'il faudrait qu'on puisse revoir tout ce que nous avons signé comme décret, où on oublie au niveau aval le transporteur. Il faudrait dire aujourd'hui qu'il y a des secteurs dans le cadre du gouvernement qui nécessitent qu'on mette les vrais hommes à ce poste. La problématique de gestion du stock, je crois que, pour dire simple, ce qui nous arrive au niveau du gaz et du pétrole, c'est un problème de gestion de stock. Nous avons un stock de sécurité. Et dès que le stock de sécurité est touché, on doit déclencher ce qu'on appelle la chaîne de logistique globale amont-aval. Alors maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau du gouvernement pour qu'on se réveille toujours au moment où le stock est complètement à vide
Et maintenant, doublé de ce que vient de dire M. Zipan, au niveau de la chaîne de distribution, qui n'est pas contrôlée par les Camerounais, c'est un scandale. Un véritable scandale, Dominique, surtout quand on sait que, outre le problème de pénurie de gaz, les Camerounais connaissent un véritable problème sur surtout la problématique de l'établissement de la carte nationale d'identité, qui est un véritable chemin de croix pour les Camerounais. Là aussi, c'est encore le domaine du transport qui fait défaut. Non, pas du tout. À la vérité, les aspects purement techniques, je les comprends quand les grands frères Hilaire Zipan et Fauchivet développent la question de la logistique. Ils ont raison parce que les guerres se gagnent grâce aux logisticiens. C'est pour ça que les Américains ont nommé Eisenhower pour diriger l'opération de débarquement sur la Normandie, en Normandie. Si vous voulez faire ce genre de choses, vous nommez un logisticien parce qu'il a une vision globale et les guerres se gagnent grâce aux logisticiens. Et là, dans le cas du Cameroun, nous avons une guerre de développement, une guerre économique que nous avons de la peine à gagner. Et donc, ce n'est pas du tout un problème sectoriel, c'est un problème global. Il est structurel en fait. Mais pourquoi est-ce qu'il est structurel? Parce que peut-être c'est ça le problème que nous avons au Cameroun, c'est que en déconnectant, si nous déconnectons le problème d'eau, d'électricité, d'eau, de gaz, de pétrole, de ce que c'est que notre pays, de manière générale, en fait nous avons du mal à poser le problème tel qu'il devrait être posé. Nous restons dans des considérations sectorielles sans avoir le tableau d'ensemble. La vérité est qu'aujourd'hui, on pourra dire donc, puisqu'on peut dire que c'est un problème sectoriel, que c'est un simple problème de gouvernance. Pas du tout. Le Cameroun n'a pas un problème de gouvernance, puisque le Cameroun n'a même pas d'État. Comment ça? Je vais vous dire quelque chose. Les Camerounais, là, les gens qui disent nous sommes Camerounais, ça fait le lien avec la CNI. Les gens qui disent là, nous sommes Camerounais, vous êtes déjà assis un jour pour créer un État. Est-ce que vous avez un État que vous avez créé? Les Français ont créé un État ici, en avril 1957, en réaction à la déclaration d'indépendance des patriotes qui s'étaient réunis à Makak le 17 mars 1957 pour proclamer l'indépendance du Cameroun, puisque la tutelle était achevée en 1956, 46-56, c'est 10 ans. Et donc, l'État français, avec des gens comme le Houphouët et ceux qui étaient membres du gouvernement à l'époque en France, ont créé l'État du Cameroun. Et c'est le seul qui existe au Cameroun. Donc, vous avez des types qui disent tous les jours, nous sommes Camerounais, ils n'ont jamais créé un État. C'est les Français qui ont créé un État. Cette situation pose 4 problèmes fondamentaux. Problème de notre statut géopolitique. Que sommes-nous? Un État, une colonie, quelque chose qui est à la périphérie d'un centre. Sommes quoi exactement? On ne sait pas. Et ça pose un autre problème, c'est du statut juridique. Avons-nous un État? Non, clairement, nous n'avons jamais créé un État. Les Camerounais n'ont jamais créé un État. C'est la France qui l'a créé. Et ça pose deux problèmes aval qui sont le problème de la vision politique et de l'architecture de l'État finalement. En réalité, parce que nous n'avons pas créé un État, nous n'avons aucune vision politique. Aucune. Mais vous n'avez pas créé un État, comment pouvez-vous vous projeter pour dire que vous gérez un État? En fait, les Camerounais ne gèrent rien du tout. Ils sont des faire-valoir, des instruments, des espèces de gens instrumentalisés par la France. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est la vérité. Si c'est moi qui ai créé l'État du Cameroun, d'ailleurs, il faudra vérifier, il faudra sérieusement que les Camerounais se mettent à vérifier. Je crois qu'il y a un ancien bâtonnier sur ce plateau. Est-ce qu'il n'y a pas une question de propriété intellectuelle sur l'État du Cameroun? Faudrait aller creuser un peu. Okay. Et donc, l'autre chose, c'est l'architecture de l'État. Ouais. Vous allez donc, puisque vous n'avez pas créé un État, les autres ont structuré quelque chose qui sert leurs intérêts. Mais comment pouvez-vous... En fait, quand vous posez le problème du gaz, ça ne doit pas être un simple problème logistique. La question fondamentale, c'est pourquoi ce pays ne produit pas de gaz alors qu'on a des milliards de mètres cubes de gaz ici. L'Ogbaba, c'est noyé sous le gaz. Aqua, c'est noyé sous le gaz. Bomono, c'est noyé sous le gaz. Limbe, c'est noyé sous le gaz. L'extrême nord, c'est noyé sous le gaz. Kribi et toutes ces zones, c'est noyé sous le gaz. Vous pouvez m'expliquer comment vous nagez dans le gaz, mais vous n'avez pas de gaz chez vous? Comment pouvez-vous expliquer que le Cameroun a 5 000 milliards dans le compte d'opération du Trésor français
La France utilise presque 10 milliards de dollars dans son budget. C'est écrit dans le site de leur ministère des Finances, c'est pas moi qui le dis. Ils prennent notre argent, nos revenus d'exportation, ils mettent dans leur budget, ils payent des fainéants qui foutent rien à longueur de journée, ils appellent ça, on paye des chômeurs. Un type se lève le matin, regarde la télé, tac, 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 à la fin du mois on le paye. Pendant ce temps, il faut que nos mamans se brûlent les doigts avec du maïs au bord de la route, sous le soleil, sous la pluie, et eux, ils sont quand même des chômeurs, et ils viennent nous insulter en disant nous ne produisons rien. Donc, pour qu'on ait eu, on aurait pu avoir du gaz ici. Mais en prélevant 2000 milliards dans les 5000 et en refaisant la Sonara, qui aurait pu devenir une usine pour produire donc du pétrole, une raffinerie de pétrole, une usine pour produire du gaz, une usine pour produire du bitume, une usine, un complexe pétrochimique, une centrale électrique pour 500 mégawatts et une usine école avec donc un institut de pétrole et de pétrochimie, etc. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que vous ne pouvez pas le faire. Pour que vous le fassiez, il faut que la France soit d'accord pour recycler 2000 milliards de francs CFA en devises. En fait, le problème de fond, j'aime bien que les techniciens, les experts sectoriels disent on a telle difficulté dans nos secteurs, mais la question réelle que nous avons au Cameroun, c'est que nous sommes tenus par des intérêts, nous sommes une néocolonie, tenus par les intérêts d'un ancien tuteur qui ne veut pas partir et qui nous empêche de nous développer. Nous avons du gaz au Cameroun, pourquoi on n'en produit pas? C'est ça, effectivement, la question. Mais moi, je voulais relancer le bâtonnier sur un autre scandale de la République sur le plan purement judiciaire, notamment ce qui est encore d'actualité. Il y avait encore Covid Gate qui a rendu son rapport. Actuellement, on n'est plus sur Covid Gate. On parle d'un autre scandale, la gestion de la ligne 94 et ligne 65. Quels sont les enjeux pour vous par rapport à cette enquête? Écoutez, monsieur, moi, je ne peux pas laisser... je ne peux pas ne pas me prononcer sur ce que le philosophe vient d'indiquer, parce qu'en fait, il pose le problème de la refondation de l'État. Et c'est une question qui interpelle tous les Africains aujourd'hui, sur les conditions d'accession à l'indépendance. Mais ça, c'est un débat que nous pouvons avoir. Donc, mais sur la question qui a induit son raisonnement, qui est juste au demeurant, en fait, ce qui nous arrive, ces accidents de vie qui nous arrivent dans ces trois secteurs, sont dus à quoi? C'est que les conditions de nos indépendances étant ce qu'elles ont été, l'ancien colon, l'ancien tuteur, a mis en place un programme d'utilisation des ressources des États sous sa domination, en indiquant, par exemple, je prends le cas de la bauxite, que bon, comme la Guinée qu'on a créée n'a pas voulu accéder aux indépendances comme les autres États francophones, on extrait quand même sa bauxite, mais on ne la transforme pas en Guinée, on vient la transformer ailleurs. Du coup, nous qui avons notre bauxite, on la stocke, en attendant les moments plus difficiles pour aller... Donc, il y a eu toute une politique, n'est-ce pas, de gestion de nos matières premières qui a été, n'est-ce pas, mise en place. Lorsque, dans les années 87, nous avons des points avec les institutions de Bretton Woods, qu'est-ce qu'on nous demande? Toutes nos sociétés, n'est-ce pas, d'État qui étaient dans ces secteurs-là, Campagne, etc., Camship, le SCPB, le secteur de la banane, on nous a demandé de les privatiser. Pourquoi? Pour les prendre les capitaux. Parce qu'en fin de compte, notre jeune État, malgré les difficultés, s'était rendu compte qu'à cette période, aucun Camerounais n'avait suffisamment de moyens pour investir dans ces secteurs. L'État a pris sur lui d'investir dans ces secteurs-là, bien qu'étant actionnaire unique, a mis en place des structures qui auraient pu, si on n'avait pas cassé ces mécanismes en 87, n'est-ce pas, aurait pu permettre, n'est-ce pas, à notre État de s'en sortir. Bon, vous avez vu également les éléphants blancs qu'on a créés chez nous. Comment se fait-il que, connaissant la nature, par exemple, notre pétrole, qui est un pétrole lourd, très riche, n'est-ce pas, en dérivés, on a créé une usine qui ne transforme pas notre pétrole. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on extrait notre pétrole, on l'exporte sur Abidjan, on le transforme à Abidjan,
Et on retire le bitume. Non seulement on nous vend le produit raffiné, mais on nous vend ses dérivés, le bitume et d'autres dérivés qui servent notamment au secteur pharmaceutique, etc., dans beaucoup d'autres secteurs. Donc c'est une politique globale qui a été menée pour nous maintenir, n'est-ce pas, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Dans votre secteur, au départ, c'était le monopole. Bien sûr. C'était un monopole, on appelle ça ELF, après c'est devenu Total, après c'est Total Énergie, mais ce sont les mêmes. Lorsque on a dénoncé la situation nationale en disant que ce n'est pas normal que la Sonara ne transforme pas notre pétrole, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une étude qui a été faite par Total, qui conclut que ce n'est pas rentable. Comment se fait-il qu'ils sont là dans un secteur qui n'est pas rentable? Le gouvernement est passé outre, heureusement. Donc toutes ces problématiques que nous rencontrons tous les jours nous amènent à la même question. Comment refonder notre État pour prendre en main, n'est-ce pas, notre propre destin? Pour revenir à votre sur ma préoccupation maintenant. Oui. Donc sur votre préoccupation, moi je vais vous donner une réponse peut-être qui ne va pas vous satisfaire, mais qui est une réponse globale. C'est-à-dire qu'en fin de compte, voyez-vous, il faut que nous nous questionnons sur nos projets. Vous savez, moi j'ai suivi des campagnes électorales où on disait que le Cameroun devait être un grand chantier. Oui, le Cameroun, effectivement, c'est un grand chantier. Mais c'est un grand chantier au projet inachevé. Prenez tous les secteurs, même par ministère. Vous verrez que tous ont lancé des gros chantiers, avec des financements colossaux. Mais la caractéristique du Cameroun, c'est que ce sont des chantiers inachevés. Nous sommes un grand cimetière de chantiers inachevés. Je vais me rapprocher quand même de votre question. Prenez le problème de l'autoroute Douala-Yaoundé. Il est venu mourir à Boumyébel. Yaoundé-Douala. Yaoundé-Douala. Donc vous ne voulez pas pas Douala-Yaoundé. Pas Douala-Yaoundé. C'est le fait à moitié. Non, parce que même si ça partait de Douala, c'est clair. Vous avez raison. Donc, j'ai bien compris. Donc, inachevé, il est venu mourir à Boumyébel. Vous comprenez? Prenez aujourd'hui Lompanga, on est en train de faire des travaux. Vous prenez Mekim avec les inondations des villages, etc. Un problème. Prenez Lompanga. Prenez la Cannes. Aujourd'hui, personne ne veut nous dire quels sont les chantiers achevés de la Cannes. Mais quand nous regardons les grosses structures qui avaient été projetées, Olembe, inachevé, Yassa, inachevé, tous les structures annexes qui devaient accompagner les stades, inachevé. Même le choix de nos partenaires industriels sont des choix qui ont été faits avec beaucoup de légèreté. Le seul qui a eu un secteur, ce sont les Turcs. Oui. Les Turcs nous ont remis ce qu'ils nous avaient promis dans les délais promis. On s'est embarqué avec des sociétés. Quand vous voyez le nombre d'intervenants à Olembe, on se demande quand est-ce que ce stade, n'est-ce pas, va nous être restitué. Vous prenez le port en eau profonde de Kribi, toujours inachevé. On en est encore à se demander où est le quai minéralier qui avait été prévu, où est le chemin de fer qui devait partir de Mbalam à Kribi. Tout ceci est très compliqué. Prenez la desserte, vous qui parlez de transport, la desserte des voies qui devaient partir de Kribi et de Yadouala. On attend toujours. Donc ceci fait que on peut trouver des explications sectorielles aux problèmes que vous posez. Bon, quand je vous parle de monopole dans votre secteur, par exemple le transport du gaz, etc., c'est parti sur un monopole privatisé. Donc on a pris le monopole à l'État pour donner à Bolloré. Pour ce qui concerne le secteur du transport du gaz ou du carburant, le problème c'est qu'avant, aucun national n'intervenait dans ce secteur. Donc il y a eu une bagarre des Camerounais pour qu'on ouvre un peu, pour qu'ils puissent aussi faire le travail que font les marketeurs. Et effectivement, derrière, qu'est-ce qui se passe? Personne n'a réfléchi à qui va transporter ce carburant. Donc ce qui fait que chaque marketeur a acheté son Challenger pour transporter son gaz, qui pour transporter, n'est-ce pas, son carburant. Chaque marketeur achète, après les appels d'offres, parce que vous savez, ça se passe par appel d'offres, après avoir gagné l'appel d'offres, achète son tanker, loue son tanker pour amener le carburant, n'est-ce pas, jusqu'à la SDP. C'est très compliqué. C'est un secteur qui fonctionne dans un désordre organisé.
Donc, monsieur Bouba, moi, pour revenir, ce qui vous intéresse, c'est la ligne 65. 94. Mais, monsieur Bouba, je crois que quand on examine cette question-là, on pose mal le problème. Je voulais vous rappeler que ces lignes-là sont passées par le budget de l'État, votées par nos députés et sénateurs. Ça veut dire quoi en termes de finances publiques? C'est que c'est à eux de contrôler l'usage qu'on fait, n'est-ce pas, des fonds publics. Donc on est en train d'inverser cela pour en faire un problème d'opinion. Des questions d'opinion. Ce n'est pas la question. Alors que c'est eux qui votent le budget. Vous comprenez, M. Bou. Cette question-là, il faut qu'on interpelle nos députés, nos sénateurs. Leur fonction constitutionnelle, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Une fois que vous avez validé ma ligne, et que moi je suis ordinateur, moi j'ordonne. Si vous ne me contrôlez pas, je continue. Parce que le véritable problème, il est là. Ça vaut pas la peine de vouloir prendre le raccourci par le petit bout, en disant qu'on va convoquer 2000 fonctionnaires, on va leur demander... Attendez, de qui se moque-t-on? Pour revenir aux deux grosses affaires qui doivent nous interpeller jusqu'à ce qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé. C'est la dépense de la CAN. Vous savez, on s'est tellement endetté pour la CAN que le citoyen lambda a le droit de savoir où est passé son argent. Prenons le problème du Covid-Gate. Pourquoi le problème du Covid-Gate vous intéresse autant? C'est parce que l'argent ne vient pas de nous, de notre budget. Bien sûr. L'argent qu'on a dépensé, sans compter dans notre budget, dépasse 100 fois, 1000 fois l'affaire du Covid-Gate. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui demandent des comptes. Il faut qu'on leur donne des comptes. Et que, au début, tout le monde était content que l'on choisisse une institution dont l'indépendance pouvait être, n'est-ce pas, célébrée. C'est la Chambre des comptes. Mais je pense qu'on ne pensait pas que l'équipe YAP allait faire ce boulot. Bien sûr. Et allait le faire ainsi. Bien sûr. Sauf que ce que les gens ont oublié, c'est que YAP, c'était l'ancien de la présidente de la République. Il a travaillé d'abord la présidente de la République. Il sait que les circuits par lesquels l'argent est distrait. Et on attend toujours, n'est-ce pas, les actions qui avaient été préconisées par la Chambre des comptes. Et vous verrez que je retombe sur mes pieds par rapport à votre première question. C'est cette enquête-là qui est à la base de votre première question. Alors, donc, ça va nous permettre, parce que nous avions 4 à 5 axes par rapport à cette thématique. Nous avons déjà évacué les 2 premiers axes pour mieux cerner le problème. J'estime que nous l'avons cerné. Maintenant, il faut qu'on passe aux enjeux de ces différents problèmes, à savoir notamment ces détournements des fonds publics, des individus qui réussissent à détourner autant de milliards. Autant de milliards, je ne pense pas que c'est pour manger au quotidien que peuvent être des enjeux de tels détournements illicites. Non, je pense que tout le monde a pris la mesure que le modèle n'est pas bon, que les procédures actuelles ne sont pas tout à fait conformes à l'exactitude des chiffres que nous avons. Et il s'agit donc de voir donc comment il faut inverser les chiffres. Et je pense que tout à l'heure, Yam l'a dit. C'est comment inverser les chiffres. Alors, plus on avance, plus le Cameroun devient intéressant. Du budget en 1960, si j'ai bonne souvenance, c'était 30-32 milliards. Nous sommes à 6 000 milliards. C'est important. Et je pense savoir que même au temps d'Aïdjo, la ligne 65-94, elle existe. Parce qu'en fait, il faut faire face. C'est les dépenses et prévues de l'État. Les fonds de souveraineté ont toujours existé dans tous les États. Dans tous les États. Mais seulement la seule différence, c'est que c'était contrôlé. Et ensuite, ce n'était pas autant important, où on ne logeait pas autant de sommes comme aujourd'hui. Parce que quand on prend la ligne 65, c'est quand même 400 milliards. Et quand on détourne tous ces 400 milliards-là, ce n'est pas pour consommer. Ça, c'est exact. Parce que la plus grande villa ou le plus grand véhicule, ce n'est pas 200 millions, 300 millions. Donc, les gens mettent ça de côté pour pouvoir se préparer après. Et vous avez constaté par vous-même que la plupart des gens qui sont parfois indexés de cela, c'est ceux qui sont parfois à l'écart. Et c'est pour ça que je interpelle mon ami Fouchivé, que je sais très bien la rectitude de toute l'intelligence qui est la sienne au RDPC, et qu'il a des camarades qui se mettent plein les poches. Je me pose parfois la question comment il arrive à être d'accord avec eux, dans plein de réunions du parti, sur la vision que l'on peut faire. Il a noté, et c'est ça le cas le plus grave, que tous ces détournements aujourd'hui, au regard de la complexité de pouvoir faire transférer cet argent à l'étranger, parce que ce qui est parti à l'étranger, on ne la reverra plus, ça c'est évident.
les gens ont stocké de l'argent à l'intérieur des maisons. C'est pas complètement évident, mais pour ça, il existe des techniques. Il y a des mécanismes. Il y a des mécanismes. Ils transcendent ça. Il suffit qu'il y ait une volonté politique. C'est possible de faire. Okay, tout à fait. Donc, pour récupérer l'argent qui est à l'étranger. Oui. Oui, bien sûr. Tout à fait. Bon, donc à partir de là, il y a qu'aujourd'hui, il y a des sommes énormes dont disposent les Camerounais en nature pour pouvoir se préparer. Tout à l'évidence, tout le monde regarde très bien ce qui se passe. C'est que plus on a le pouvoir, plus on le veut. Plus il est absolu, plus on se conforte à l'avoir. Et dans tous ces éléments-là, c'est le côté géostratégique dont le Cameroun aujourd'hui fait face. En ce sens que nous-mêmes les Camerounais, nous ne nous rendons pas compte de la position qu'on a la nôtre, de l'importance que nous avons et de la place que nous allons occuper aussi dans le Conseil des Nations, si tant est que la guerre de l'Ukraine va changer le rapport qui est aujourd'hui complètement au monde. Et donc tous ces éléments-là, l'un mis dans l'autre, on s'en rend compte qu'il faut qu'on arrive à adresser d'abord, d'une part, les mécanismes de contrôle extrêmement importants. Deux, de mettre les gens, comme disait M. Fauchivet tout à l'heure, à la place qu'il faut, et là il faut. Et ensuite, de pouvoir donner la capacité aux Camerounais aujourd'hui d'avoir l'accès, ne serait-ce que sur des problèmes sociaux, l'éducation, la santé. Et ça, c'est possible. Parce que quand vous prenez le volume, et là je tue par là, le volume que nous mettons à notre santé publique, et donc les études ont produit que si nous mettons autant d'argent, tout le monde peut se soigner, elles sont d'ordre de moins de 500 milliards. Or, nous avons un pays qui est à 6 000 milliards. Et je termine par le scandale qui est en vue. C'est la consommation du budget d'investissement. Vous allez avoir un autre scandale qui va naître là. Parce que cette année, on n'atteint pas 40%. Or, la richesse n'est distribuée qu'à partir de l'investissement. Il n'est pas distribué à partir du fonctionnement. Et là encore, il y a un autre problème dans le modèle qui va se poser. La catastrophe encore qui arrive, c'est que dès le 1er janvier 2023, en principe, on devrait avoir transféré toutes les compétences aux régions et aux communes. C'est la loi qui l'impose. 1er janvier 2023. Quand on se rend compte le taux des décrets qui reste à signer entre maintenant et le 1er janvier 2023, ça veut dire qu'en conclusion, l'État a mis en place des textes, mais d'abord, d'une part, les fausse pas elles-mêmes, et ensuite ne permet pas aux Camerounais ou à la structure lambda de faire. Parce que la fonction publique, le fonctionnaire, c'est tout aujourd'hui. C'est-à-dire que l'administration qui est faite par les fonctionnaires a remplacé évidemment les politiques, et ce qui fait que la capacité même au niveau de l'Assemblée nationale, à contrôler le budget de l'État, du fait que c'est la plupart des fonctionnaires, je vous donne l'information, sur les 180 députés à l'Assemblée nationale, 123 sont fonctionnaires. Donc vous vous en rendez compte. Donc il y a une opacité qui a pris complètement l'État. Et on se pose la question, comment va-t-on sortir de là? Alors, Edouard Fauchivet, on se pose justement les questions, sachant qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour non seulement contrôler ces affaires, notamment des institutions telles que la NIF, la CONAC, le contrôle supérieur de l'État. On peut même aller plus loin avec le TCS également, qui est chargé de traquer, entre guillemets, ces grands bandits et qui détournent les deniers publics. Comment comprendre que nous soyons toujours à revenir 10 ans plus tard, plusieurs années plus tard, à reparler des mêmes choses? Est-ce que ces institutions qu'on a mis en place, c'est juste pour amuser la galerie? Non, pas amuser la galerie. Disons qu'on n'a pas donné une force finale à ces institutions. Je crois que de tout ce que vous avez cité, il est nécessaire aujourd'hui de mettre sur pied ou bien de revoir le principe de l'application de l'article 66 du Code. Ce n'est que ça qui peut nous sauver aujourd'hui. Sur la déclaration de biens. Sur la déclaration de biens, je crois que quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec les deux lignes, si vous prenez les 10 ans de 2012-2022, vous allez vous rendre compte que c'est presque 600 milliards de francs. Tout à fait. 6 milliards de francs. 6 000 milliards. 6 000 milliards. 6 000 milliards. Vous voyez que je ne connais même pas compter. 6 000 milliards. Et comme vous voyez, la dette du Cameroun à ce jour, c'est 12 000 milliards. Ouais. Ça veut dire que si cet argent était resté dans les canaux aujourd'hui des investissements internes, nous ne serons pas dépendants de 50% de dette. Donc il y a quelque chose à faire.
Maintenant, vous posez la question, les insuffisances, non. Je crois que c'est la volonté des hommes. Et puis, je voudrais lever l'équivoque, Président Zipan. Ce n'est pas le RDPC. Le RDPC, je crois que l'arrivée du président Paul Biya, c'était rigueur et moralisation. Tout à fait. Et donc, la question que nous, du RDPC, on doit se poser comme question, c'est que accompagnons-nous effectivement notre président à lutter et à instituer ce genre d'État. Je vais dire non. Plus que si on prend ceux aujourd'hui qui ont la main légère, on va voir que c'est ceux qui gouvernent. Et ceux qui gouvernent, on a tendance à penser que c'est le RDPC. Le RDPC est encore un parti qui dirige et encore les véritables ressources humaines en attendent. Mais ceux qui pensent que l'État, aujourd'hui, doit les accompagner à garder l'argent pour leur famille ou bien pour préparer facilement le jeudi noir, comme dit souvent, comme vous dites au niveau de l'opposition, se trompent. Je crois qu'il faut actionner aujourd'hui la déclaration des biens et ceci doit se faire le plus rapidement possible. Parce que plus on attend avec des créations jusqu'au TCS, plus le détournement continue. Et donc, je crois que, comme il a dit, il faut revoir le modèle et faire en sorte que celui qui veut aujourd'hui accompagner l'État puisse déclarer ses biens. Tout à fait, vous nous envoyez déjà en solution, on va y arriver. Je veux qu'on reste sur les enjeux de cette affaire. Tout à l'heure, vous avez pris un exemple sur l'État. Vous avez dit que les Camerounais n'ont pas créé un État, mais les Camerounais sont dans un État. Alors, on se rend compte quand même que dans l'État où est logé le Cameroun, il y a des personnes qui réussissent quand même à détourner beaucoup d'argent. Mais pourquoi en faire? On s'interroge quand même. La structure de l'État du Cameroun, telle que les Français l'ont pensée, il n'y a qu'à prendre le décret. Hein. Parce que quand vous prenez ce décret-là de 1957, il y a un certain nombre de choses quand même qui vous interpellent. Cet État n'a pas du tout été créé pour développer ce bout de terre qu'on appelle le Cameroun. Il a été créé suite à la création du franc CFA pour servir deux choses simples à la France. Un, que ce soit un réservoir de matières premières auquel on accède facilement. Et la France fait très bien dans ce sens parce qu'elle ne vous paye pas. Chaque fois si elle prend votre cacao, elle écrit quelque part qu'elle a pris votre cacao, elle ne vous donne pas d'argent. Mais si elle prend le cacao du Ghana ou du Brésil, elle paye. Elle allonge d'abord la monnaie. Chez vous, elle ne paye pas. Elle dit, on a pris. Et elle me dit, oui, il y aura 50% dans le compte d'opération du Trésor français. Trésor français. C'est vous dire que ce n'est même pas une monnaie, c'est un bon du Trésor. Ça veut dire quoi? En fait, ce décret considère que notre État n'a même pas le statut de département en France, mais représente quelque chose qui a à peu près un tel statut et ne peut être géré que via des bons du Trésor et même pas par une monnaie. Vous n'avez pas, quand vous lisez, vous avez le sentiment d'un mépris incroyable et d'une mise en camisole qui fait que vous ne pourrez rien faire. La conséquence, c'est quoi? Mais c'est l'une des conséquences pour lesquelles la question de la carte nationale d'identité, elle est terrible. Il y a effectivement d'éventuelles manipulations par rapport aux affaires électorales. Oui, les gens ne veulent pas qu'on sache quelle est la population exacte du Cameroun. On vous dit il y a 27 millions, mais quand vous restez comme ça, vous appliquez 2-3 petites techniques démographiques, mais vous comprenez que le Cameroun, c'est au moins 40 millions d'habitants, probablement une cinquantaine. Et donc, si quelqu'un vous dit il y a 27 millions, il y a 3 millions de personnes inscrites, il y a un gros problème sur le plan électoral et sur le plan de la fiabilité de nos élections et de la légitimité des gens qui ont des mandats dans notre pays. Mais la question fondamentale n'est pas celle-là, parce que tous ces éléments sont faits à dessein dans la structuration du Cameroun et de tous les pays où on utilise le franc CFA et parle le français, pour que les problèmes se soient entre nous. Les problèmes sont entre nous et puis les autres tirent les marrons du feu tranquilles et vivent bien. Donc la question de la citoyenneté va se poser. Vous naissez, vous êtes Camerounais, vous avez 1 mois, 2 mois, vous avez la nationalité camerounaise. Vous pouvez avoir un passeport si vous voulez voyager. Mais on vous refuse la citoyenneté. Pourquoi on vous refuse la citoyenneté? Mais c'est la citoyenneté qui fait de vous un agent économique. Sauf que jusqu'à l'âge où vous pouvez faire une CNI, eh bien vous n'êtes pas considéré comme un citoyen. Parce que ce qui fait de vous un citoyen, ce n'est pas votre passeport, votre CNI. Et on gère donc ça comme on le veut au point d'embarrasser notre police. Parce que nos policiers savent comment on fait pour délivrer la CNI en 1 jour. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Les banques délivrent les cartes bancaires en 2 heures. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans?
carte bancaire, croyez-moi, c'est beaucoup plus sécurisé que votre CNI. Donc, on sait quoi faire. Le problème, c'est que, comme du point de vue de ceux qui vous ont donné l'indépendance, vous n'êtes pas considérés comme des citoyens, vous êtes considérés comme des espèces de bêtes de somme qui doivent continuer qui doivent continuer à être tout simplement des types qui reçoivent de la friperie chez vous. C'est avec ça que vous devez vous habiller, rien d'autre. Alors que vous produisez du coton dont vous ne transformez que 2%, et c'est quand eux, ils ont fini de s'habiller avec ça qu'ils vous renvoient ce qu'ils ont utilisé, eh bien, on va compliquer le mécanisme de la citoyenneté chez vous. Même si on va s'assurer quand même que lorsque vous avez 18 ans pour aller en guerre, mais vous n'êtes pas encore citoyen. Donc, le problème de fond qu'il y a dans notre pays par rapport à toutes ces choses-là, c'est d'avoir un État, de nous asseoir, de créer un État, de sortir des choses comme le franc CFA. Parce que quand vous prenez la gestion des lignes 64 et 95, 65 et 94, cela fait partie, en fait, de cette gestion-là, dans l'architecture de l'État, participe d'une distribution de privilèges qui permet à la classe de ce que Janvier Onana, c'est un enseignant dans une université au Cameroun à Maroua, appelle les indigènes évolués, qui ont conclu un pacte avec donc, les colons, pour pouvoir mater la population. Eux, ils vivent de ces privilèges-là, entre eux, ils se les partagent, puisque la ligne 94, d'autres fois, M. Boubacar puisse en bénéficier si vous ne faites pas allégeance à cette affaire. Donc, ils vont utiliser cette ligne-là, ensuite les quelques 15% qui nous restent souvent de nos revenus d'exportation, et ils vont se les partager parce que cela garantit deux choses à la France. Un, l'impérialisme culturel français. Pourquoi sommes-nous obligés de parler français ici? Nous sommes français, vous êtes auvergnat, bourguignon, il y en a ici, mais nous parlons français quand même. Donc l'impérialisme culturel français, ça garantit cette présence ici parce qu'il faut que le français soit notre langue pour que nous pensions, nous ayons une sympathie illimitée pour la France. Et la deuxième chose, celle-là qui est la plus grave, c'est que ça permet en fait de créer une classe, cette classe bureaucratique-là, qui n'a pour seul objectif que la défense des intérêts économiques français. Nous avons, dans un livre que nous venons de publier, il y a un certain nombre de choses, nous en avons parlé, je vais aller rapidement sur cette affaire, la question de la terre. Est-ce qu'on veut contrôler l'action du gouvernement? Il y a deux choses à faire. La première chose, c'est de rétrocéder aux communes au moins 40% du budget. Au moins, mais de préférence 50% du budget. Si vous avez 3 000 milliards que vous ne rétrocédez pas aux communes, au CTD, aux collectivités territoriales décentralisées, vous leur rétrocédez 3 000 milliards avec un minimum de 200 milliards par région, ces gens-là ont quelque chose qui peut leur permettre de construire leur région. Et au niveau central, vous réduisez le marché qu'on appelle gouvernement chez nous à quelque chose qui est sérieux et qui aura moins de 20 personnes. Et la deuxième chose, celle-là est la plus importante, la question de la propriété de la terre. Tout à l'heure, Hilaire Zipan parlait de les gens détournent l'argent, mais qu'est-ce qu'ils en font? Creusez un peu, regardez le fichier domaine foncier de ce pays. Puisqu'il devient un peu difficile de faire sortir de l'argent, il se cache là-dedans. En grande partie, on achète de la terre partout et on sécurise. Sauf que le problème, c'est quoi? L'État, si nous l'avions créé nous-mêmes, nous donnerions la propriété de la terre aux nations historiques et non pas à un État qui existe là et qui est sans visage. Et le fait que la terre appartienne aux nations historiques donnerait quoi? Pour que l'État construise ou fasse quoi que ce soit, ce serait une mise à disposition dont on n'aliène pas la terre. Les entreprises, ce serait la même chose. Et ça donnerait à ces gens la possibilité d'être impliqués. Donc quand on apporte, la terre est un apport qui vous donne parfois jusqu'à 35% du capital de ces entreprises-là et donc de toute l'activité économique. Et du coup, ces nations historiques qui sont là exerceraient un meilleur contrôle. Par une phrase, je finis. Imaginez que le stade d'Olembe, le stade de Yassa, on avait créé une entreprise et que les nations historiques auxquelles ces terres appartiennent, avaient été membres à 35% du capital de cette entreprise-là, par le fait que la terre est leur apport. Vous croyez vraiment qu'on aurait fait tout ce qu'on a fait là? Alors, M. le bâtonnier, il y a justement cette question de la terre. Il y a ce fameux litige foncier avec célèbre affaire Dicolo ici à Douala. Est-ce que cela illustre à souhait ce que Dominique Niam vient de démontrer? C'est-à-dire, au niveau des enjeux, les gens essayent également, à défaut d'estrader les fonds, à défaut, ils essayent de sécuriser l'argent à travers la terre qui peut être dans ce pays une véritable bombe à retardement plus tard. Je crois que ce que le compagnon Seigneur vient de dire
est au cœur des difficultés que nous connaissons, c'est-à-dire les questions de souveraineté. Quels sont les domaines où le régalien doit agir et doit demeurer? Et sur quel levier il doit peser pour éviter, n'est-ce pas, de perdre sa souveraineté? Quand vous regardez nos politiques de privatisation depuis 1987, vous privatisez l'eau, vous privatisez l'électricité, vous avez tout privatisé, vous privatisez la banane, vous finissez par privatiser les terres. Jusqu'à la route. Vous voyez, la question de la terre que le doyen, le recteur Meloni avait si brillamment évoquée dans sa thèse, la parenté de l'homme et la terre, lorsque vous séparez le lien qu'il y a entre l'homme et la terre, vous avez cassé ce qui fait la République, la souveraineté. Donc, il a évoqué ces deux questions-là, c'est-à-dire la question de la souveraineté monétaire. C'est le professeur Tuyan Pouémy qui disait qui tient la monnaie, tient l'économie, et qui tient l'économie, tient le politique. Quand vous avez dans notre pays des gens qui disent qu'ils sont riches, je vais appeler ça, c'est des richesses vides. C'est des richesses vides. Donc, c'est des fortunes nées du commerce. Or, la fortune née du commerce n'a jamais développé, n'est-ce pas, un pays. Pour revenir à la question de la terre, vous connaissez mon point de vue là-dessus depuis. J'essaie de faire passer le message. Si nous ne réglons pas le problème de la terre dans ce pays-là, tous les problèmes que nous allons avoir viendront de là-bas. Regardez l'affaire d'Ikolo. L'affaire d'Ikolo, on a voulu en faire une question identitaire. C'est pas une question identitaire. Un faux débat. Chaque fois que vous voulez régler un problème, évitez de ramener ça à des petits groupuscules. Eh bien, on a vu que les voix les plus fortes qui ont défendu ce dossier ne sont pas nécessairement des voix des gens de là-bas ou d'ici. Pourquoi? Parce que on nous dit, c'est pour développer la ville. Vous n'avez pas besoin de chasser les gens pour développer la ville. Il y a des techniques, des mécanismes juridiques qui existent pour associer les propriétaires à l'investissement, à l'investisseur. L'investisseur, quand il arrive, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte son capital, mais il a besoin de la terre pour s'installer. Eh bien, on met en place, n'est-ce pas, des types de structures où, n'est-ce pas, le propriétaire de la terre entre en capital, n'est-ce pas, dans le cas de la société qui est créée, et le capital qui vient avec son argent, et ça fait deux investisseurs. Je vais vous prendre un exemple. L'affaire Bibé, dans Izembek. C'est ce projet que Bibé a mené au Cameroun. Il avait des partenaires allemands. Les partenaires allemands ont apporté de l'argent. Lui, il a apporté son titre foncier. Mais quand on s'est rendu compte que ça ne correspondait pas au modèle néocolonial, qu'est-ce qu'on a fait? On a instrumentalisé l'État pour le chasser de son entreprise. Parce que, disait-il, il avait trompé ses partenaires en survalorisant sa terre. Mais qui sont-ils pour dire ce que valent nos terres? Heureusement que par la suite, il a été partiellement rétabli dans le droit. Et aujourd'hui, vous avez une nouvelle technique parce que l'intelligence, l'ingénierie juridique n'est pas seulement fait pour régler les problèmes de tous les jours. L'ingénierie juridique est fait pour se mettre au service du diable. Et vous allez voir que dans le secteur douanial, les gens ont réussi à créer des monstres juridiques extraordinaires. Ils ont détourné le sens, par exemple, de la DUP, on appelle ça déclaration de budget public, pour exproprier illégalement les Camerounais de leurs biens. C'est au cœur de l'affaire d'Ikolo. Pourquoi aujourd'hui on n'a toujours pas les conclusions de cette fameuse commission? D'un mois. On est à combien de mois déjà? 6 mois. C'est parce qu'il y a une duperie dans tout cela. Et moi, je suis ces affaires de manière systématique. Vous avez ce même problème qui va se poser à Yaoundé, sur l'espace Carrefour. Tout à fait. Cet espace appartient à une famille. Tout à fait. Qui, au demeurant, a saisi le tribunal administratif de Yaoundé. Je voulais avoir une pensée pour le président Anaba, qui malheureusement, dans le cadre de la violence qui s'est exercée sur cette affaire, je ne dis pas que c'est ça qui l'a tué, mais ça y a contribué. La pression qu'il a subie, parce qu'il a fait annuler. Il a annulé la DUP. Mais
la pression qu'il a subie, je dis, est pour quelque chose dans son AVC. L'affaire est toujours aujourd'hui en cours, mais la pression est terrible. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les nouveaux cadets sociaux du colon, ont instrumentalisé l'État, notre État, pour écraser, n'est-ce pas, les nationaux. Et dans tous les secteurs, quand vous voyez, quand il y a une difficulté quelque part, au lieu de mettre les gens ensemble pour trouver la solution, on vous brandit l'État. Et je reviens à la question que vous m'avez posée en début de cette émission, et on est toujours là. Lorsque dans un pays, le citoyen a peur de l'État, ça devient extrêmement grave. Or, dans notre pays, le citoyen a peur de l'État. Et quand je dis qu'il a peur de l'État, non, il a peur du fonctionnaire. Et tant que le citoyen aura peur du fonctionnaire, on n'aura jamais de consensus dans ce pays. Oui, sur le problème d'Icolo, je pense que là, le bâtonnier a si bien dit. Et on a eu l'occasion à une période, Fauchive et moi, avant était à la communauté urbaine. Et cette problématique s'est posée. Je le dis devant Fauchive. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent très bien. C'est un vieux problème. Quand il s'agit de pouvoir développer la ville, et c'était l'instrument de la communauté urbaine, il fallait trouver des terres. Il y a une confrontation entre ce que les autochtones villageois avaient laissé aux colons et dans la continuité de l'État, et dans lesquels les gens utilisaient les DUP pour pouvoir s'approprier ce terrain-là. Ça, c'était le premier problème. Le deuxième, c'était la mécuriale qui permettait de dédommager quelqu'un une fois qu'on avait établi que ta maison était dans une DUP. Je rappelle, sur le plan, qu'elle date de 74. Elle est de 1000 francs. Jusqu'aujourd'hui, elle date de 74. Donc c'est à dessein. Oh, curieusement, dans le même problème, il y a une mécuriale de transactions foncières qui existe quand vous vendez votre terrain de gré à gré avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous voyez la dupérie. C'est-à-dire que de l'autre côté, l'État paye 1000 francs. Et de l'autre côté, dans une transaction financière, la mécuriale existe. Je vous prends un cas, par exemple, Bonapriso. Quelle que soit la transaction que vous faites, les impôts vous prendront 500 000 francs le mètre carré. Sans ne pas savoir à combien ça a coûté. Or, quand vous prenez par une DUP, elle a 1000 francs. Donc, pour revenir au cas de Dicolo, et c'est là le plus important, nous avons suggéré à l'époque aux délégués de gouvernement, et il faut le dire, parce que c'est l'histoire, je ne suis pas contre quelqu'un, mais c'est l'histoire. On a dit, la meilleure façon de protéger ces gens-là, qui ont valorisé ce terrain, c'est d'abord d'une part de les faire créer une société pour les permettre d'être actionnaires, parce qu'ils n'ont pas la capacité de développer cet endroit. Parce qu'en fait, il est propriétaire, mais il n'a pas l'argent pour développer. Et comme l'État n'a pas aussi les moyens de pouvoir s'investir dans un modèle libéral, donc crée la société. Ce qu'il n'a pas fait. C'est là où se trouve le vrai problème. Et lorsque maintenant l'État a conclu à cet investisseur de venir prendre cela, il est apparu que c'est passé que par une DUP. Mais ce qui est curieux, c'est que quand vous allez visiter l'histoire, vous allez rendre compte que ce même maire, super maire de la ville, a permis dans un autre lieu, non loin d'ici, dont je ne ferai pas révélation ici, à faire une société d'intérêt. Et mieux, la communauté urbaine avait racheté le terrain et a revendu à vil de prix à quelqu'un qui se trouve à moins de 500 mètres du même lieu de Dicolo. Allez suivre cette affaire, vous allez rendre compte que le gars a investi. C'est-à-dire que la communauté urbaine a racheté cet endroit à un prix, le valorisant, et a mis à la disposition de cela. Donc c'est pour dire que ce problème, il est profond. Et je peux vous dire qu'au niveau du Grand Dialogue National, j'étais à la commission de la décentralisation. On a demandé dans la recommandation du Grand Dialogue National, et là je rejoins complètement, que les communes puissent être mandatées pour suivre les procédures d'inscription pour l'obtention des titres fonciers. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La commune n'est nulle part. Mais c'est la commune qui, en dernier ressort, doit pouvoir s'affranchir dans le développement de la ville. C'est-à-dire que vous ne participez pas à l'obtention du terrain, mais c'est vous qui devez définir comment on doit développer la ville. C'est-à-dire qu'on a inversé complètement tout. Et vous avez des problèmes aujourd'hui. Moi, je prends le cas de mon quartier de naissance, qui est Grand Moulin. Il y a des messieurs qui dépensent là-bas, qui brandissent des titres fonciers. Vous nous posez la question simple. Votre voisin, à l'époque là, c'était qui? Il ne répond pas. Mais il a un titre foncier en main dans lequel il a acheté tout un quartier. Vous l'avez à Musport, vous l'avez en Commandant, vous l'avez à Dedo. Et si rien n'est fait, on va seulement avoir affaire à des gens qui sont, on ne les appelait pas les révolutionnaires, mais j'appelais ça les révoltés. Alors, justement, sur les enjeux, on reste là-dessus. Peut-être on sortira avec vous sur cette question. On se rend compte avec beaucoup de regrets d'ailleurs que nous sommes dans un pays
où un détournement se fait à hauteur du milliard, en rappelant que le milliard, c'est 1000 millions de francs CFA. Mais ceux qui détournent ces milliards, curieusement, sont des fonctionnaires. On se pose la question de savoir des fonctionnaires qui détournent des milliards ou dans un pays où il y a des mécanismes susceptibles de les ramener à l'ordre et que ceux-là continuent à se pavaner et à narguer librement le peuple. Comment est-ce qu'on explique cette façon de faire? Là, vous revenez encore indirectement aux deux lignes, 94 et 67. Ce sont des fonctionnaires. Et il vous souvient que dans le cadre du droit de travail, on n'a pas droit à plus de 101 jours de mission. Frais d'émission. Pardon, des frais d'émission. Mais vous trouverez des agents aujourd'hui qui ont 600 jours, qui ont 600 jours de mission sur par une année. Une année qui a 365 jours. Donc, c'est quand même extraordinaire. Vous comprenez donc, et comme je disais à quelqu'un il y a 2 jours, la direction du budget, normalement, devrait passer devant le compte suprême, parce que c'est quand même là où tout part de là. Et vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui est assis dans un petit bureau, et vous l'avez dit, qui a peut-être des immeubles dehors, et vous revenez encore sur ce que j'ai dit. Tant qu'on n'aura pas actionné le 66 pour savoir, ici au Cameroun, vous pouvez acheter une voiture de 300 millions, le procureur de la République vous voit passer, mais ça ne lui dit rien. Je parle sous le contrôle du bâtonnier. Il faut qu'on arrive à un moment donné à faire comprendre, n'est-ce pas, le train de vie des Camerounais. Chacun doit se rendre compte qu'on ne peut pas aller au-delà, surtout avec ces multiples crises que nous avons. Mais vous vous rendez compte qu'il y a ceux de droite qui s'en sortent devant cette crise et s'en sortent facilement, alors que la population coule directement sous le poids de tout ce qu'il y a comme de pauvreté, dette, etc. Dans ces cas, donc, c'est au niveau de la justice que le problème doit se poser. On doit se poser la question de savoir... Et vous avez vu, je vous donne l'exemple de Konsamba. Lorsque Konsamba, on a commencé l'histoire de Fémani, ici au Cameroun, mais les gens disaient que Konsamba est la capitale de la Fémanie. L'État n'a pas voulu mettre sur pied des contrôles, de telle sorte que les enfants se disaient « Moi, je préfère avoir de l'argent facilement. » Regardez à Fumban aujourd'hui. On se permet d'aller chercher les eaux, nous qui croyons à la résurrection. Les gens partent réveiller les morts aujourd'hui, prennent les ossements. Je ne sais pas ce que ça donne. Vous vous rendez compte que c'est parce que les Camerounais veulent une vie facile. Au-delà des données politiques, c'est la vie facile. Il faut vite arriver, soit par le côté mystique, et vous voyez les films nigériens, on peut tuer papa et maman parce qu'on veut de l'argent. Non, je crois que, et là, je crois que c'est le philosophe qui est mieux placé pour vous dire, je crois qu'il faut revenir à la notion de la société, pour faire comprendre aux Camerounais aujourd'hui que la valeur, comme nous disons à l'Église, laissez Dieu vous accompagner, ne forcez pas, parce que vos noms étaient déjà inscrits dans les livres d'or. Alors, on se reparle avec vous sur les enjeux et perspectives. Amasser autant de biens, amasser autant d'argent, contrôler la terre, ce n'est pas également pour contrôler le pouvoir plus tard. Il est évident que c'est ça l'objectif ultime. On n'amasse pas, on ne détourne pas 2000 milliards en 6 ans. Ça, c'est, je crois, un rapport de la CONAC en 2000 et 2006. On ne détourne pas autant d'argent pour aller jouer au golf, simplement. C'est parce que les gens ont une vue sur il est évident que notre président a déjà un certain âge et je crois qu'il est possible, et c'est peut-être la chose la plus digne, qu'en 2025 il ne se représente pas. Et donc, les gens sont en ordre de bataille, en réalité. Mais ce qui est gênant, c'est, si vous voulez, il y a 2 choses. La première, c'est que lorsque vous prenez près de 6 000 milliards en 10 ans,
au niveau international, parce que j'ai travaillé dans ce secteur, la production d'électricité, eh bien, vous avez 1 mégawatt en moyenne, c'est entre l'équivalent 1 million d'euros et 1,5 million d'euros par mégawatt. Donc, ce pays aurait pu avoir 6 000 mégawatts d'électricité, simplement. Je rappelle qu'en 2015, le directeur général de NEA à l'époque disait que le déficit était de 3 000 mégawatts, avec un taux de croissance d'environ 7%. Donc, clairement, 7 ans plus tard, nous sommes autour de 6 000 mégawatts. Donc, avec ces 6 000 milliards que les gens ont pris, ce pays aurait ces 6 000 mégawatts d'électricité. Sans apport extérieur. Sans apport extérieur. Voilà les problèmes de fond. En fait, voilà ce qu'on doit faire. Et plus, peut-être que la solution à ce problème n'est pas d'abord juridique. Les juristes doivent continuer à veiller, mais ça peut être un problème technique. Je prends un exemple. En 2002, je ne vous parle pas de 2012 ou 2022, 2002, il y a 20 ans, j'étais encore un gamin comme ça, j'ai proposé au ministère des Finances là, de mettre en place un réseau national, une interconnexion de tous leurs services, toutes les régies financières, impôts, douanes et trésors, de telle manière que tous les jours, les différents responsables, chacun à son niveau, auraient un moment d'arrêt d'écriture. Et à la fin de la journée, à 20h au plus tard, le premier ordonnateur du pays, que le président de la République, aurait l'état exact des finances du pays. Parce que partout, jusqu'aux ambassades, on aurait arrêté les écritures à heure dite. Ils n'ont jamais répondu. Sortez des guichets uniques. En 2009, je travaillais pour une entreprise ici qui était dans les services de télécom. Il y a eu un appel d'offres pour l'interconnexion des services du ministère des Finances. Encore cette fois, forcément à l'expérience de 2002. J'étais mieux outillé, mieux préparé. L'entreprise pour laquelle je travaille comme directeur commercial a gagné cet appel d'offres. Ça n'a jamais été exécuté. Donc, en fait, le problème auquel, je vous dis, le problème que nous avons, c'est que les gens préservent certains intérêts et ils savent très bien, puisque là au moins ils ont tous ces éléments que je viens de citer, il y en a beaucoup d'autres, croyez-moi, qui ont été proposés par d'autres Camerounais. Les gens savent très bien comment préserver la fortune publique, mais ils ne le veulent pas. Ils ne le veulent pas parce qu'ils ont d'autres objectifs. Et l'un des objectifs fondamentaux, effectivement, c'est comment être celui qui remplacera Biya demain. Ok. Non, je voulais compléter ce que Dominique vient de dire. En moins d'une minute. Oui, c'est un problème juridique. Et le problème juridique a été réglé. Comment? Ça bug au niveau du problème technique. C'est ça, en fait. Le principe de la comptabilité publique est clair. C'est le principe du compte unique. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, contrairement à la comptabilité privée, et une comptabilité à partie double, la comptabilité publique est une comptabilité à partie simple. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul compte. Et en fait, cette question technique aurait permis de mieux gérer ce compte unique. Mais comme vous voyez la pratique, on transporte la direction générale de douane ici, on va mettre à Yaoundé parce qu'il faut qu'on transporte physiquement l'argent de douane à Yaoundé. C'est ça qui crée, ce sont ces niches-là qui créent les possibilités de distraire les fonds. Si effectivement, on peut avoir un système technique comme celui-là qui permet la transparence, vous voyez, il s'agit de ça. Bien sûr. Ça fait une transparence. Quand il n'y a pas une volonté politique d'aller vers la transparence, on a des difficultés comme ça que nous avons. Je vous invite à suivre un autre scandale de la République. Je vous amène tout droit du côté de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Loin donc de la célébration suscitée des grincements dedans par rapport à cela. Les populations riveraines, les élèves crient au manque de servitude de ce côté-là. Riverains manquent de servitude et élèves pour accéder à l'école et surtout à leur domicile. Ils doivent braver, faire des gymnastiques pour entrer chez eux. Pas mal d'obstacles. Autoroute Yaoundé-Simalène, le rêve qui fâche. C'est un reportage de la semaine que signe Arnaud Ngefak et Michel Foucault. Voici l'ouvrage de son bon côté. Circulation fluide, une chaussée moderne sans obstacle. Côté court de l'autoroute Yaoundé-Simalène. De son côté jardin, retentissent des cris de détresse. Nous sommes dans la misère. Regardez mon état. Je n'arrive même pas à traverser, même prendre le taxi. Sauter là, je ne peux pas. Où est la route? Pourquoi on nous punit? Comme elle, des riverains n'ont pas de servitude pour accéder à leur domicile. Chaque traversée là est un exercice physique sans complaisance. Le rêve de l'autoroute
a mal tourné pour ces populations. On a fait la route principale, mais les routes secondaires n'ont pas été prises en compte. Du coup, on peine, n'est-ce pas, à arriver déjà chez nous. Avant les débuts des travaux de l'autoroute, nous avions une servitude. Et lorsque les travaux ont commencé, nous nous sommes dit que nous aurons une servitude plus aménagée, plus grande. Mauvais pronostic à l'heure de vérité. Les élèves offrent à leur passage un spectacle désolant. Des enjambées à répétition pour franchir chacun des obstacles sur des traversées improvisées. Les plus faibles longent et les rigolent. Coup dur. Les enfants sont dans le désarroi. Vous-même, vous avez vu, ils arrivent en retard parce qu'ils sont obligés d'aller contourner vers la barrière. Ceux qui ne contournent pas escalade, rampe, avec tous les risques qu'ils encourent. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le désarroi total. Toutes les initiatives engagées pour trouver la solution ont échoué chez l'entreprise en charge de la construction et chez les autorités administratives compétentes. Les riverains et les élèves plaident pour une solution urgente. Nous nous en remettons à l'administration, à savoir le gouvernement, pour trouver des stratégies pour lutter contre ce problème. Nous souhaitons juste que les autorités essaient de revoir et de corriger un peu l'accès des personnes et des véhicules pour que même on ait la facilité. En attendant, ils bravent des glissades de contours et les ponts de fortune, parfois à un seul déchet de bois. Merci, sacré Ardong Gefak, pour le retour du reportage de la semaine. Vous êtes scandalisé quand vous voyez ça, monsieur le bâtonnier? Écoutez, on le saurait pour moins que ça. Je crois que c'est indigne de notre pays de voir cela. Vous savez, nous qui avons l'habitude de voyager, je prends le tronçon, par exemple, Abidjan-Grand-Bassam, qui fait une trentaine de kilomètres. Vous avez au moins 10 passages à niveau. Il faut faire attention. Ici, nous avons... C'est la sécurité individuelle des citoyens qui est en cause. C'est-à-dire, en fait, on a créé une route qui va être la source d'accidents incontrôlés. Cette autoroute ne mérite pas d'être mise en circulation. Parce que c'est un site accidentogène. Mais c'est très grave ce qu'on voit ici. Et moi, je suis scandalisé. Pourquoi? Je suis scandalisé, comme je disais au début de votre émission, quand on lance des grands projets. Après, on se retrouve avec un cimetière de projets inachevés. Et voilà notre projet inachevé. Parce que, regardez un peu ce qui passe. Quand je vois que c'est des gens qui voyagent beaucoup, les fonctionnaires camerounais voyagent beaucoup à l'étranger, ils voient comment les choses se passent. Comment se fait-il qu'on puisse servir une autoroute? On pourrait parler également de l'arrivée de cette autoroute à Yaoundé. Quand vous rentrez dans Yaoundé, à l'arrivée de cette autoroute-là, vous vous rendez compte qu'on a fabriqué un rond-point qui ne correspond pas à la maquette initiale. Cette autoroute devait continuer et rejoindre, n'est-ce pas, Etoudi. C'est-à-dire qu'en réalité, quand le président de la République devait sortir, il ne devait plus passer par la ville pour partir avec tous les inconvénients que ça causait aux Camerounais. Ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? On a changé les plans plusieurs fois. Pourquoi? Chaque fois qu'on arrêtait un plan, on se rendait compte que sur le parcours, il y avait un dignitaire qui avait sa résidence. Donc on ne peut pas détruire la résidence d'un dignitaire pour préserver l'intérêt général. Et finalement, à force de changer d'itinéraire, ils ont fini par décider que l'autoroute s'arrête à ce fameux rond-point que rien n'explique au plan architectural. Rien n'explique. Vous avez une autoroute qui arrive à l'entrée de la ville, et puis on fait un rond-point à cet endroit-là. Moi, je pense que ce que nous venons de voir, c'est un crime. C'est un crime contre l'intérêt général. Et c'est une honte de faire souffrir des familles, des parents d'élèves et des élèves pour aller à l'école. Tous les jours, dans bientôt, vous allez commencer à faire les décomptes des accidents. Et selon ce qu'on me rapporte, cette autoroute est déjà en dégradation depuis quelque temps, paraît-il déjà.
Alors, on sort par là. Non, justement, je voulais juste je sais que quand même, est-ce qu'on n'a pas dans ce projet, on a comme l'impression quand on voit cela, comment les enfants escaladent pour traverser, on a le sentiment qu'on n'a pas pensé aux villageois et encore moins aux écoles. C'est justement ce que je voulais dire. Vous savez, dans le cadre d'un plan d'investissement, il faut bâtir autour l'écosystème social. Donc, c'est comme si la route passait quelque part où les gens ne vivent pas. Mais quand vous avez les collèges et les lycées, vous les associez pour voir la position afin de permettre cette fluidité des enfants. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'autoroute pour faire l'autoroute. Ils n'ont pas tenu compte de ceux qui doivent consommer, qui ne participent pas à l'autoroute, mais qui doivent consommer le transport. Tout à fait. Et là, c'est très important pour dire deux problèmes. Un, le maître d'ouvrage, c'est le ministère des Travaux publics, avec les ingénieurs, qui savent bien pertinemment qu'une route qui n'enclenche pas le développement n'a aucun sens. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que celui qui bénéficie, ou qui le maître d'ouvrage délégué, c'est la communauté urbaine de Yaoundé, qui sait que dans son plan d'aménagement, voici comment j'entends désenclaver tel quartier ou tel quartier. Ça veut dire que ces deux plans ne sont pas injonctés. Or, quand vous prenez dans les deux corps de métier, un corps aujourd'hui qui pollue tout, qu'on appelle les fonctionnaires, on en doit se poser la question si on doit se reprojeter. C'est ça la difficulté. Et le dernier élément qu'il faut soulever dans ce sens-là, c'est le budget qu'on a enclenché pour pouvoir faire ça. Parce que les périphéries là, ça coûte pratiquement rien. Les passages à niveau, c'est pratiquement rien. Mais si vous pouvez trouver 10 milliards pour construire une route, pourquoi on n'a pas que le ministre a demandé 44 milliards pour faire les passerelles. Ok. Dominique, sur cette question, en 30 secondes. Sur cette question, ça va être peut-être dur pour ceux qui ont fait l'autoroute, mais c'est ce que je constate. C'est une question de méthodologie de gestion de projet. Globalement, vous avez l'équipe de projet, donc tous ceux qui vont exécuter le projet, et vous avez les parties prenantes. Mais les parties prenantes, c'est tous les villages, les localités, tout autour. Et cette autoroute-là, c'est 2 départements. Bien sûr. Donc, toutes les communes doivent être associées, c'est les parties prenantes. Voilà. Et à ce moment-là, les communes, elles vont défendre les intérêts, vont voir quels sont les intérêts locaux, etc. Et on va donc pouvoir forcément gérer ce genre de choses. Et il y a quand même une chose qui est scandaleuse dans ce pays. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que nous devons toujours faire des projets qui n'aboutissent pas? Pourquoi on a une jolie maquette qu'on va réaliser, qui a plu à tout le monde, que tout le monde a applaudi, et puis maintenant on se retrouve avec une affaire, je veux dire, ça ne donne aucune envie à celui qui vient de Douala d'aller visiter. Parce qu'une belle autoroute vous donne envie de rouler, d'aller visiter l'autoroute. On n'en a aucune envie. Parce que malheureusement, et là encore vous le comprenez, parce que le budget est géré de manière centralisée par les ministères, l'exécutif, et les collectivités territoriales décentralisées sont complètement mises de côté. Si, dans le cas où on avait rétrocédé 50% du budget de l'État à cette CTD-là, et qu'une telle route nécessitait le partenariat entre les communes qui sont tout autour, ça aurait été réalisé autrement. Tout à fait. Alors, il y a Aziz, je suppose que c'est son petit nom, Bouderbala, qui dit aux bâtonniers que ce n'est pas le seul scandale. Comment expliquer qu'après avoir été stadié à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, que jusqu'à présent on ne soit pas encore payé? Je suis d'accord avec lui, mais ce que je dis, j'ai résumé ça en disant qu'en fait nous sommes un pays, on a un cimetière de projets inachevés. Et ça fait partie des projets inachevés. Il est inacceptable que des gens qui ont donné de leur temps, avec une promesse, je crois que c'était 500 000 francs, etc., et qu'aujourd'hui, ils ne soient pas payés alors que... Il précise que tous les 5 sites, voilà. Ils ne sont pas... Alors qu'on a... Jusqu'à présent, pourtant, c'était budgétisé. Alors qu'on a emprunté beaucoup d'argent pour tenter de faire en sorte que le Cameroun, ces stades-là, puissent recevoir la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je crois qu'on est dans un cadre de dépenses somptuaires. C'est-à-dire, en définitive, on veut lancer les projets, sortir de l'argent, et puis on ne se préoccupe pas si le projet est
va être fini ou pas. Donc, je suis de ceux qui, je dis que toutes les victimes, parce que le véritable problème aujourd'hui, c'est que le Cameroun a peur de son État. Le Camerounais. Vous avez vu qu'on a interrogé cette dame. Elle supplie, elle dit qu'elle s'en remet aux fonctionnaires. Elle dit que, aidez-moi. Parce qu'on croit qu'ils sont au-dessus des lois de la République. Voyez-vous, quand vous attaquez un ministère aujourd'hui, vous devenez un ennemi. On a ce problème notamment avec le ministère des Domaines, du cadastre, qui considère que des demandes d'annulation des arrêtés ministériels, c'est de la provocation. Quand vous écrivez contre un préfet aujourd'hui, il vous dit, mais pourquoi vous écrivez contre moi? Quand vous écrivez contre un gouverneur, il vous prend en grippe durant tout son séjour dans votre région. Donc je dis, il faut redonner le pouvoir aux citoyens. Je crois que ce sont les anglo-saxons qui ont la meilleure formule pour décrire le fonctionnaire. C'est bien décrit chez eux. Civil servant. Ça dit que le serviteur de l'État, du citoyen. On devait être au service du citoyen. Mais chez nous, on malheureusement, dit le fonctionnaire. C'est pas le cas. Le fonctionnaire, il fonctionne avec l'argent de l'État. Il fonctionne avec l'argent de l'État. Et puis, quand vous avez une société comme la nôtre, dont les valeurs de réussite sont villas, voitures, vacances, c'est le modèle. Tu as oublié. Non, sur la solution, sur la solution. Il a oublié. Il a oublié quoi? Il a oublié. Femme. Je ne voulais pas que ça sorte de ma bouche. Et le connaissant intelligent, je crois qu'il n'a pas. Il a fait exprès de ne pas prononcer cela. Alors, on sort par là rapidement avec des solutions face à tout cela, à ces fléaux qui plombent la République. Lui, il a proposé amorcé avec l'article 66. Vous pensez qu'on fait comment pour sortir de là? Une nouvelle République? Non, pas une nouvelle République, into facto. On ne dirait pas comme ça une nouvelle République. Comme il a dit lui-même, et je pense que Yam l'a bien dit, il faut qu'on s'asseye, qu'on repense. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Il faut la volonté politique pour y arriver. Je ne vais pas m'hazarder là-dessus. Le plus important à l'heure actuelle, c'est qu'au regard des moyens dont nous disposons, donnons-nous un modèle, encore moins pas une vision, mais un modèle de fonctionnement exécutoire, capable de faire fonctionner une République normalement. L'unicité de la caisse est déjà une première solution. Ensuite, la procédure. Je me rappelle là-dedans qu'on a la procédure pour encaisser l'argent, mais on n'a pas la procédure pour décaisser l'argent. Vous ne pouvez pas, alors je dis, verser en espèces à l'État sans ne pas passer par la banque. Pourquoi ne pas payer un partie des prestataires sans ne plus passer de la banque? Vous voyez, des mesures simples. Premier élément. Deuxième élément, savoir que nous sommes dans un monde complexe où la position géostratégique aujourd'hui définit toute l'orientation de l'État. La guerre en Ukraine va modifier le modèle. La Russie, c'est pas pour jouer. La Chine, c'est pas pour jouer. Or, les modèles dans lesquels nous affrontons sont des modèles complètement subventionnés. Le Chinois, quand il vient ici, ce n'est pas une économie de marché. C'est une économie subventionnée avec laquelle vous êtes en concurrence. Il en est même pour le Russe, il en est même pour la Turquie. Vous avez pratiquement aujourd'hui Exim Bank. Quand vous avez affaire avec une autorité chinoise ou avec un Chinois, c'est Exim Bank qui l'accompagne. Donc, là également, savoir que ce modèle de banque, là, ce modèle de financement va être un problème. D'où la question du franc CFA. On le garde, on le maintient, à quel degré? Je pense en Afrique de l'Ouest, on a déjà amorcé qu'on va avoir une autre monnaie dans une perspective très courte. Et enfin, troisième maintenant, avoir le citoyen au cœur. Et c'est là où tout le débat va se poser. Parce que si on n'a pas de right mind à the right place, on ne va pas avancer. C'est-à-dire que les gens qui doivent prétendre à une fonction élective doivent être les plus méritantes. Alors là, allez voir le code électoral. Et nous allons nous battre là-dessus. On dit que ça va être très compliqué, mais c'est la seule façon. Parce que vous voyez, je vous fais une parenthèse. Vous avez dans les réseaux sociaux maintenant tout un débat sur lequel les gens vont faire des confrontations entre des leaders de l'opposition. Ça n'a aucun sens. Le débat, c'est de savoir comment on se prépare pour pouvoir sauver le pays. Mais le débat, c'est est-ce que Bouba Ngom est plus intelligent qu'Inès Zipan? Mais c'est pas ça le débat. Le débat, il n'est pas là. Le débat, c'est de savoir comment on fait en 2025 pour sauver la République, pour que ce même système ne puisse pas se pérenniser. On change de système ou on remplace le chef qui est là. Alors, ça, c'est le débat que nous devons faire. Alors, Édouard Fauchivet, sur l'article 63, 66 autant pour moi, les Camerounais disent que ce ne sont pas les textes qui manquent au Cameroun. Nous avons les meilleurs textes au monde, mais il y a un problème d'application des textes. Est-ce qu'il n'y a pas, en fond,
en toile de fond un problème de volonté politique. Même pas de volonté, c'est que les portes se ferment parce que ceux qui sont derrière savent exactement ce qu'ils veulent faire. De dire aujourd'hui que le bâtonnier puisse déclarer sa fortune avant d'engager peut-être la fonction de bâtonneur, quel est le problème? S'il ne peut pas, ça veut dire qu'il cache quelque chose. Et donc, quand on va essayer par les hommes politiques, par ceux qui dirigent le pays, je crois que ça va prendre. La boutade va prendre et puis ça va devenir quelque chose de sérieux. Je voudrais rebondir sur ce que disait Timba tout à l'heure pour dire que je participe à la rétrocession des terres, à l'équilibre villageois aujourd'hui, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui comme crise et les subventions que l'État fait au niveau du commerce international ne peut trouver la solution qu'à travers la transformation de nos terres. Aujourd'hui, l'agriculture, tout ce que nous pouvons produire au Cameroun, tout ce que nous consommons, on peut les produire au Cameroun. Donc, pour moi aujourd'hui, je vois l'État se retourner complètement vers, n'est-ce pas, le développement de nos terres, avec ce système où on peut encourager soit les copuscules villageois, soit des personnes. Parce que si moi je vote de l'argent et que je pars faire 200 tonnes, 2000 tonnes de riz, je crois que j'ai apporté une contribution positive à l'économie nationale. Mais les autres prennent parce qu'ils attendent, je ne sais pas quoi, le fameux jeudi soir. Le grand soir. Le grand soir. Mais d'ici Robert Wafo. Donc, oui, d'ici Robert Wafo. Mais il faut aujourd'hui que ceux qui détiennent, qui ont la fortune, garder, qu'on puisse les sommer, de les transformer. Alors, on puisse les sommer, de les transformer. Et le plus important, on a besoin des milliards que vous avez cités pour notre développement. On sait que ces milliards sont logés dans les paradis fiscaux quelque part. On sait même où ces milliards se trouvent. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les rapatrie pas? La préoccupation fondamentale, ce n'est pas ces milliards qui sont à l'extérieur. La préoccupation fondamentale, c'est ce que nous produisons localement. Voilà. Vous savez, le mobile money, l'année dernière, a représenté 3 fois le budget du Cameroun. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Si on est capable de faire autour de 18 000 milliards de francs CFA, de transactions non bancaires, en dehors du secteur bancaire, dans un canal seulement. Donc nous avons eu un pays extrêmement riche. Le problème, c'est que le système, la culture politique paroissiale veut que nous regardions ailleurs, dans le ciel, mais pas du tout aux alentours de la paroisse où il y a les arbres fruitiers. Il va falloir changer cette culture-là et ce modèle-là. Et il faudrait qu'on ait un pays qui consomme un peu plus de technologie. Lorsque je vous parle de propositions techniques qui datent de 2002, mais vous imaginez comment on peut les améliorer aujourd'hui avec les outils de télécom, etc., d'informatique qu'on a aujourd'hui. Je vous dis encore, il est possible que tous les jours, le soleil se lève. En fin de journée à 18h, le président de la République peut avoir devant son ordinateur un simple tableau. Ce n'est pas une pile de liasse, un simple tableau qui lui dit « Voici ce que le pays a dépensé aujourd'hui, voici ce que le pays a encaissé aujourd'hui. » C'est possible. Point. On peut le faire et le gouvernement n'a qu'à demander. Le problème, c'est que si vous faites ça, c'est terminé avec les détournements. Oui. Alors donc, nous, le peuple, qui ne voulons plus les détournements, voilà ce que nous voulons. Monsieur le bâtonnier. Écoutez, moi, je fais bien cette proposition. Et moi, je suis acheteur, mais vous savez, malgré mes titres, je n'ai pas le moyen d'offrir ce marché à mon gouvernement. Non, moi, je pense que voilà des idées fortes qu'il faut soutenir. Pas seulement, laissez-nous les affaires électorales, tout ça, on est fatigué avec ça. On est fatigué avec ça. Vous savez, faites de la politique. Hein. Tout à fait. Faites inscrire les Camerounais sur les listes électorales et puis influencez le résultat des votes, surveillez vos votes et puis on verra. Comme quand Edouard dit que l'article 66, il faut l'appliquer, oui, mais on a déjà dépassé ce stade. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de créer une nouvelle infraction dans l'enrichissement illicite. C'est le président de la République qui disait lui-même, quand on te voit... Délinquant en col blanc. Oui, non, mais il disait à Rick Tindjé, quand on vous voit, on sait que vous avez touché, vous gagnez
300 000 francs CFA par mois, et puis on voit que vous roulez carrosse, que vous avez 2 villas, etc., etc., on doit pouvoir vous demander de vous justifier. C'est ce qui se passe au Sénégal. Vous avez vu... On voit des fonctionnaires qui ont des voitures de 300 millions. Au Sénégal, on a les 2 mécanismes. Avant d'entrer en fonction, vous faites votre déclaration de biens. Macky Sall, tout à fait l'affaire. Il a dit qu'il était milliardaire. Ouais. De 2 milliards et poussière. Ouais. Bon. Maintenant, quand il va sortir, on va refaire la comptabilité. Mais il y a aussi l'enrichissement illicite. C'est ça qui a rattrapé le fils Wade. Ouais. Parce qu'un enfant qui ne doit son licence que par la nomination de son père, etc. Le ministère de la Terre. Il dirigeait ce ministère tout seul. Et tout d'un coup, il se retrouve avec une fortune incroyable. Bon. Heureusement que ça s'est négocié entre le Trésor et lui-même. Je ne sais pas comment il a reversé au Trésor. Mais c'est comme cela qu'on règle ces choses-là. Ce n'est pas en mettant tout le monde en prison. Non, c'est pas la solution. Suivez l'argent, et vous avez la réponse. Suivez l'argent. Hein? Les gens là, moi je suis de ceux qui disent que finalement la répression pénale c'est la dernière étape de cette affaire. Suivez d'abord l'argent. Quand vous suivez l'argent, vous renforcez les caisses de l'État et vous affaiblissez ceux qui portent atteinte à la fortune publique. Quand ils auront moins d'argent, ils garderont moins, n'est-ce pas, les dîners publics. Donc moi je pense que ça n'a pas la peine de multiplier des catalogues de mesures. Avec ces 3 mesures, je crois qu'on règle la question, n'est-ce pas, de la corruption. On règle la question, même la NIF ne nous servira même plus à rien, le consup ne nous servira à rien. Cette solution technique et les 2 solutions juridiques règlent ce problème. Et je pense que désormais, il va falloir à chaque émission rappeler ces 3 solutions pour que ça rentre dans l'esprit des Camerounais. Parce que quand je vois ces jeunes qui n'arrivent pas à traverser l'autoroute parce qu'on n'a pas mis une passerelle, ce sont ces distractions des fonds publics qui empêchent, n'est-ce pas, d'apporter des solutions au quotidien de nos compatriotes. Alors, face à tout cela, dernière solution, dernière chose qu'il faut... J'ai oublié. Peut-être que ce sera ma dernière prise de parole. Dernière prise de parole. Il faut que le président siffle la fin du match. Parce qu'en fait de compte, tout le monde tourne autour, mais personne ne veut l'interpeller. Le chef de l'Étoile doit siffler la fin de ce jeu de massacre qu'on développe tous les jours sous nos yeux. Ce n'est pas normal que la fortune publique devienne un objet, n'est-ce pas, d'amusement. Il faut que le président siffle la fin du match. Ceux qui ont pris des libertés avec la fortune publique, c'est lui-même qui l'a dit, qu'il faut qu'il rentre gorge. Et on en sort. Qu'il tape du poing sur la table. Si les équipes ne sont plus efficaces, qu'il les remplace. Alors la question, justement, on sort par là avec vous. Y a-t-il véritablement un commandant à bord de ce bateau? Si je suppose Pourquoi la fin de la récréation n'est pas sifflée? Si je suppose l'édit du président de la République, dans ses engagements pris, j'irai jusqu'au bout ces engagements pris. Si je suppose que le président de la République est cohérent envers lui-même, il a dit, j'aimerais qu'on retienne de moi comme quelqu'un qui a apporté la prospérité, et là on est loin, mais aussi quelqu'un qui a apporté la démocratie. Si vous n'avez pas fait au moins l'un, monsieur le président, faites l'autre. Mais pour dire un ou deux choses à ce que disait le bâtonnier tout à l'heure, il n'y a que très rapidement dans le dispositif administratif de l'État que l'on ramène en intégrant les avancées technologiques. Les comptes administratifs, nous pouvons prendre que le cas des communes. C'est 5 mois après. Entre-temps, l'argent est parti. La loi de règlement qui établit en fait la comptabilité réelle de l'État du Cameroun, c'est 1 an après. Donc aujourd'hui, avec les nouveaux éléments technologiques, on est en capacité de pouvoir, le 31 décembre, arrêter les comptes et au plus tard, le 10 janvier, savoir exactement ce que l'État a dépensé immédiatement. Voilà autant de mesures qui permettent en ce qu'on intègre la technicité de l'informatique comme un outil de développement et qui permettent de pouvoir empêcher les gens de distraire la fortune. Les 30 dernières secondes, c'est pour vous, parce que le générique est lancé déjà. Je crois que je partage l'avis du bâtonnier. Il faut que le président de la République siffle la fin, parce que c'est comme si c'est son parti qui est très visible dans ce genre de match de tricherie. Et il est au centre comme arbitre.
je pense qu'il est nécessaire qu'il siffle la fin. Merci, cher monsieur. Merci d'être venu à Hilaire. Merci également à Dominique. Merci à vous. Merci au cher bâtonnier. Et il ne reste qu'à vous rappeler la rediffusion de ce programme. La première, ce sera ce soir à 23h30. La seconde, ce sera demain à 23h. Madame, monsieur, n'oubliez jamais, chaque jour qui passe, rendez grâce à Dieu. C'est justement grâce au Seigneur que nous avons pu, moi particulièrement, vous présenter cette émission ce jour. Merci également. Rendez-vous à une autre édition de Canal Presse. Bien bonjour.